Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Allô. En direct du magnifique sous-sol à Jean-Nic pour un deuxième épisode consécutif. Ouais, on y prend un coup, faut croire. Ben, ça nous amène un petit côté lounge que j'aime. C'est ce que tu avais souligné la dernière fois. Oui, puis, ouais. on dirait que je suis comme détendu quand je suis assis dans ton divan, ou encore c'est mon nouvel horaire qui me permet d'apprécier les soirs sans avoir l'impression qu'il n'y a plus de lendemain. C'est vraiment gentil pour ce divan-là parce que clairement, les meilleures années de sa vie se terminaient quelque part à la fin des années 90. Tu es en train de me dire que lui, il vit sa best life. Ouais, Genre, je suis il y a encore une utile. deuxième chance à la vie. Hey, comment allez-vous? C'est un petit bout? Ah, ça va, ça va. Ça va? Ouais, ça va bien. Tranquille. On parlait de ça justement, que peut-être, bon, évidemment, du côté comique, ça bouge tout le temps parce qu'il y a des sorties à chaque mois, mais côté cinéma, télé, c'est tranquille. Ben, il y a comme une grève de scénaristes qui fait que les grosses sorties qui étaient prévues cet automne ont comme été déplacées en 2024 parce que pas de tapis rouge, c'est moins tentant. Pas de promotion, impossible pour eux de justement pouvoir mousser leurs affaires. C'est le cas de Dune en particulier. Oui, puis avec l'été où il y a eu plusieurs catastrophes au box-office, je pense que plusieurs studios voulaient capitaliser au maximum sur leur prochaine sortie. Il y en a qui se sont pété à la gueule royalement, on va se le dire. Oui, puis c'est pas fini, là. Warner puis Disney, avec leurs 2 prochaines sorties de films de super-héros, ça va être du solide cassage de gueule. Ah, Ben- Ils ont les doigts croisés en ce moment, puis ils espèrent que les dieux des super-héros vont les aider. Non, parce mais que- y a-tu quelqu'un ici qui croit sincèrement que The Marvels va sauver le MCU? Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous l'avez pas entendu, il y a quelqu'un au loin qui criait. Il y a quelqu'un là-bas, là, un sombre type qui semble nous dire oui. Non, ça arrivera pas. Tu sais, tu m'as envoyé le poster, Alan. Sérieux, c'est une disgrâce. Là. Ah, c'est un Photoshop fait par AI de base, là. C'est gênant. Ça, puis crier dans un micro, on n'y croit pas. C'est l'équivalent. Là. Puis tu sais, l'espèce de drama habituellement que t'as après qu'un film soit sorti, puis qu'il y ait eu une faible performance au box-office, des mauvaises critiques, puis là, tu sais, le chat commence à sortir du sac, les acteurs parlent un peu, le réalisateur, on est déjà là, genre. La réalisatrice a déjà dit, c'est pas vraiment mon film, tu sais, Kevin Feige a été pas ça que très je impliqué, voulais. c'est pas ça que je voulais faire. Tu sais, hey, le film est pas sorti, puis on est déjà en mode, on trouve des raisons pourquoi on veut pas s'attacher au produit. Aquaman 2. Il y a que les nouvelles qui sont sorties aujourd'hui que Jason Momoa le sacré d'or Amber Heard, ça paraît qu'il arrivait sur le set complètement saoul, habillé en Johnny Depp. Wow. Mais en même temps, tu sais, personne prévoyait qu'Aquaman 1 allait faire du cash. Puis ça a été de grosses surprises. Je pense que là, ils sont en mode, bon, on regarde ce que Flash puis Blue Beetle ont fait. Ça peut pas vraiment faire pire. Ils peuvent bien qu'avoir une Ça surprise peut-tu? c'est le temps des fêtes, c'est tout Jason dépend. Momoa. puis- Je pense que Sylvester Stallone, là, 3 semaines, nous a prouvé que tout était possible. Tu peux faire pire. Ouais. Hey, sérieux, ça va pas bien. Là. Puis même les films d'Halloween qui habituellement sont des films ultra rentables, qui font quand même de très bonnes performances au box-office. OK, ils sont encore rentables, mais même eux doivent commencer à se poser des questions. Je regardais les entrées d'Exorcist puis de... Exorcist, Décadence. c'était satisfaisant, mais c'était sous les prédictions. Hey, il aurait pu faire bien plus que ça. Un Oui. film comme ça en 2017-2016, là, ça... Mais encore une fois, tu sais, si je ne m'abuse, Exorcist, là, ça a un budget genre de 40 quelques millions. Ah, c'est ça que je te dis, ils sont encore dans le... Aucune raison pour que ça ait ça. Là, tu regardes La Nun 2, ça a genre 17 millions de budget. La plupart des films qui ont bien fonctionné pour les films d'horreur cette année, ils ont fait à peu près ce que l'Exorcist a fait, mais genre 10 fois moins gros le Ouais, mais budget. le problème, c'est que l'Exorciste, ça lui a coûté 400 millions de dollars en droits. Pour milquer cette franchise-là, dans le but d'en faire leur espèce de MCU de l'horreur, là. Et à la dernière minute, ils se sont virés vers le réalisateur de Halloween pour essayer de faire de quoi? Parce qu'au départ, c'était supposé être une série pour le streaming. Ce sera pas long, là. Ça commence à m'intéresser. Ça veut dire qu'il faut que j'achète ce film-là pour qu'il y ait retrouvé Tom Cruise sur ma tablette. Peut-être!
Peut-être que c'est ton Monster Universe qui continue. Mais pour vrai, le projet, c'était streaming. Puis quand ils ont vu le streaming commencer à se péter à la gueule, ils ont dit on peut pas avoir payé 400 millions de dollars pour aller faire échouer ça dans le mur du Sur streaming. Paramount Plus, quelque part. C'est ça. Fait qu'ils se sont dit, garde, on va le sortir au cinéma. Puis, mais, tu sais, ils sont allés chercher le réalisateur du très bon 3e film Halloween. Moi, je l'ai aimé. Au moins, c'était pas le réalisateur du 3e film Exorcist. Et Oh, boy. t'as peur. Moi, je suis un grand défendeur du 3e Exorciste. Ouais. C'est le Sais-tu 2e qui- meilleur dans la franchise. OK, sais-tu qui d'autre défendait le 3e exorciste? Hitler? Non, Jeffrey Dahmer. Ben, c'est pas loin. Ben là, je veux dire, c'est pas parce que c'est un tueur en série qu'il a pas des bons goûts, là. C'est quoi, là? Faut pas prendre pour son Chose- équipe sportive préférée non plus. Choose your next word wisely. Ah, mon Dieu. Mais non, c'était pas bon, là, arrête. Mais le réalisateur... Yannick aime les C'était- berlines avec un grand coffre, juste pour dire, Non, non, non. OK? Le 3e Il aime les Halloween, je pense Volkswagen. qu'avec le temps, les gens vont l'apprécier. Puis le 3e Exorciste, je vais le défendre corps et âme. Là, il est beaucoup plus intéressant que le 2e, qui lui Qui est était vraiment n'importe un quoi. mauvais film. C'était Puis n'importe surtout quoi. les 2 4e. Oubliez pas à quel Oh, point The Beginning, hey, c'était là? tellement mauvais que Oh. le studio ont pas voulu sortir la première version. Ils ont réengagé un autre réalisateur pour retourner des scènes, pour remonter. Puis finalement, les studios ont comme fait, il a tellement été mal reçu qu'on va ressortir le premier film qu'on avait tourné. Puis ça a été encore pire, les critiques. Hey, c'était-tu Ils ont vilain? sorti 2 bombes avec ce film-là. Parce que Halloween, le réalisateur, moi, je persiste que son classique, c'est le 2e. Mais pas pour les bonnes raisons. Halloween Kills, pour moi, est un classique maintenant Non. de l'horreur. Mais Moi, pas il pour est- les bonnes raisons. Moi, il est pas assez mauvais Ah pour non, que ce soit arrête, so bad là. it's good. Il Genre, est je comprends ce que tu vilain, veux aller, là. mais... Il est ouais. vilain, là. Mais j'ai pas le goût de le Moi, réécouter. à là. chaque fois que je l'écoute, je pense à Alan qui me dit Chris, comment ils ont pu penser que c'était Michael Myers? Il est gros, il mesure 4 pieds. Ouais, mais tu sais, dans cet univers-là, tu sais, Michael Myers n'est pas tant connu que ça. là. C'est rien Ouais, qu'un mais dude non. qui a fait un killing spree Mais l'année oui, passée. Man, il pesait 300 livres, il mesurait 4 pieds. Il a les cheveux longs, puis il a l'air clairement de pas. Il a pas l'air d'être tout là. Ben, c'est à peu près comme si Batman fesserait le pingouin en pensant que c'est Killer Croc. S'il vous plaît, les C'est- gars, on est vous là, savez, j'ai écouté, je suis l'avocat du diable. Envoyez-moi pas pour défendre Halloween Tu sais, 2. t'imagines-tu Batman quand c'est pas son coup de poing de donner des coups de poing dans la face du pingouin en pensant que c'est Killer Croc, là, hein? Hey, La c'est pas, catastrophe. je sais que c'est toi qui le recro. Non, sincèrement, c'est un très vilain film. Mais moi, je l'aime. Ouais. Il y a une place spéciale Mais- dans mon cœur. Moi, je pense que le 3e, c'est vraiment un esti de bon film. Mais genre, le problème, c'est qu'ils ont eu de la pression de... C'est pas un film à propos de Michael Myers. C'est Parce à qu'ils ont propos oublié de... Michael Myers. Ben, en fait, c'est pas qu'ils l'ont oublié, c'est clairement ils voulaient faire autre chose. Puis, genre, les studios ont dit faut que tu nous ramènes Michael Myers. Faut que Jamie Lee Curtis ait sa mais- fin épique avec lui. C'est parce Puis, qu'ils ils ont patché ça à la fin, puis on n'avait pas besoin de ils ont ça. placardé Jamie Lee Curtis dans le 2e film, puis ils se sont ramassés avec un trouble qui fallait caler son combat dans le 3e. Ouais. Puis ça, je conseille à dire, comme on l'avait dit dans le podcast, c'est qu'ils l'ont échappé, puis ils ont réalisé, rendu dans les 2 derniers mois de tournage, ils ont fait shit. On avait oublié ça. Oh, ben, il y a quelqu'un des studios qui a fait puis comment ça va le combat final avec Jamie Lee Curtis? Puis les autres, ils ont fait Mais Shit! il aurait dû Ah. se faire confiance. Moi, j'étais là. C'est pas grave, j'ai pas aimé ça dans le 2, mais c'était pas le problème ah, mais du au pire, deuxième Jamie Lee qu'elle soit Curtis pas aurait là. pu se prendre contre le nouveau. Tout simplement. Ah oui, ou elle aurait pu pas être là. Moi, c'est pas grave. Sa petite fille, genre celle qui survit, qui est là dans le 3, qui est genre pas, qui fait partie de l'histoire avec le nouveau tueur, ça me dérangeait pas. Elle aurait pu, elle, avoir son affrontement Mais moi, à la fin. c'était ce merveilleux concept de dire que the evil pass on, là, tu sais, qu'on est capable de se donner Ouais. Ben, le tu sais, evil. C'était bon. c'était le one bad day de cet univers-là. C'est Exactement. que tout le monde est capable du pire si tu le mets dans la bonne situation. Tout le monde Ouais. peut devenir Michael Myers. Exactement. Puis ça amenait l'élément après, parce que, tu sais, il y a toujours des questions. Puis, tu sais, il n'avait avec Jason au début. Freddy, c'était pas une question, parce que c'est un tueur, tu sais. Le côté fiction de la chose. Là, il ramenait ça. Il a transféré, tu sais, comme l'âme du tueur à l'intérieur de lui. Il en a fait son apprenti. Mais ils sont comme pas allés jusqu'au bout, puis ils ont pas tenu ça. Ils ont comme fait, le monde va vouloir voir Michael Myers avec son soude, puis Ben non. on n'aurait pas eu besoin. On n'aurait pas eu besoin. J'aurais aimé ça qu'ils tiennent leur idée jusqu'au bout. Hey, tout ça pour vous dire qu'on va parler d'Exorcist un peu plus tard, même si on en a déjà fait Ouf, un bon ouf, bout. ouais. Mais on va y revenir sur le dernier Exorcist. Je vais vous en parler un peu de ce que j'ai vu là-dedans, puis il y aura des spoilers, bien évidemment. Je veux qu'on parle des pires moments de l'histoire aussi un peu plus tard. Oui, effectivement, mais surtout de notre expérience au salon du livre que tu as manqué, malheureusement. Parle-moi-en pas, il y a Parce eu que un
la gang de Front Froid qui était là au grand complet, là, maudite belle gang, puis on a passé de belles soirées. J'ai eu un décès dans la famille qui a un peu fucké ma patente, là. Mais je les avais reçus par contre en studio dans mon autre vie. Fait que j'ai eu quand même l'occasion d'avoir quelques conversations avec chacun d'entre eux de façon plus séparée, là. Vous autres, vous êtes chanceux, vous les avez vus en gang, mais on reviendra là-dessus parce que des belles découvertes, du monde super le fun. Puis chapeau à Mme Marcoux du Salon du Livre qui a décidé de donner une chance à la BD québécoise puis de se dire, regarde, on va mettre l'accent sur la bande dessinée cette année. Jace faisait 7 ans qu'il n'était pas venu. Ouais, puis sérieusement, Saguenay, félicitations, vous avez foutu dans la marde Front Froid. Ils sont poignés pour descendre nous voir. Sérieusement, là, des librairies locales là, ont fourni le Salon du Livre avec les pires moments de l'histoire parce qu'à la première journée, ils ont été sold out. Ah, ils ont tout Ils n'ont jamais vécu ça de leur vie. Gauthier l'avait dit à Charles Beauchesne qui était là, il arrive, j'ai jamais vu ça. Normalement, c'est pas un problème qu'on connaît dans la BD québécoise. Non, c'est quelque chose. Puis tu sais, ils ont une rencontre ou un mixte qui est assez intéressant pour les pires moments de l'histoire. Tu sais, t'as un gars qui a déjà son public via ses podcasts, puis qui a un bon public. T'as une bonne maison d'édition de bande dessinée qui produit de la qualité. Puis il y a un dessinateur qui est parfait pour ça. T'es mets tout ça ensemble. Moi, j'étais convaincu, mais je l'avais dit à Charles quand je l'ai rencontré. Il est descendu la première journée du salon, là, un vendredi. Il est venu nous voir en studio, puis il m'avait dit, quand j'ai parlé de la bande dessinée, ils m'ont dit, tu te mettras pas riche avec ça, puis fais-le pour le trip. J'ai dit, d'après moi, là, tu vas avoir du monde en Christie, parce que moi, à chaque fois que je te parle, puis à chaque fois que je parle de ton podcast, j'ai des bonnes réactions, puis je pense que tu as un bon public à Saguenay. Ben, garde, félicitations Saguenay, vous étiez là. Il y a eu du monde, son bout a été plein toute la fin de semaine. Oui, effectivement. Puis vu que j'avais déjà acheté le livre à l'avance, moi, j'ai été chanceux. J'ai passé devant de la file au grand complet. J'ai pu faire signer ça. J'ai pu y jaser pendant 10 minutes parce que le monde attendait le restock. C'est que personne ne pouvait faire rien signer. Donc, j'ai passé un beau moment où j'ai appris qu'il y avait un vilain qui s'appelait Tintin, dans Tintin, qui s'appelait Alan. Chose que j'avais complètement oubliée. Il paraît que c'est l'anti-Capitaine Haddock. Oui, c'est vrai, ça me dit de quoi, là? Hey, j'ai lu ça, j'étais tellement jeune, Tintin. D'ailleurs, quand je les ai relus, j'ai eu la réflexion de me dire, c'est bon, on lisait ça au primaire, on était donc bien érudits. Non, mais... moi, je lisais pas ça. Les gens voulaient qu'on lise Tintin, puis genre, je le louais à la bibliothèque, mais je vais faire une confession, je le lisais pas. Hein? J'ai lu Tintin, j'étais à l'université. Ah, mais moi, je vais être honnête avec vous autres. Je les empruntais pour faire semblant, pour dire au monde que je lisais Tintin. J'étais pas capable, je trouvais qu'il y avait trop de texte, puis ça m'intéressait Tintin au pas. Congo, il est à l'origine de mon adoration du Parti conservateur. Mais sans blague, Tintin, quand je les ai relus, je me suis dit, si bol, tu sais, c'est pas vrai que je devais tout comprendre ce qu'il y avait là-dedans quand j'étais jeune, mais il y avait des éléments que je retrouve encore aujourd'hui quand je lis tu sais, quand j'écoute des Indiana Jones ou quand je lis du Dan Brown. C'est bien dosé, ou du il y a Santos, vraiment plein d'éléments qui sont intéressants dans tu sais, c'est un journaliste qui fait le tour du monde, qui est sur des quêtes célèbres, d'artefacts, puis tu sais, c'est intéressant. C'est une bonne BD d'aventure, je dirais pas que nécessairement la morale puis genre le portrait qui dresse des autres nations est très flatteur et qui a bien vieilli. Ouais, à peu près. Tintin en Amérique, là. Ouais, non. Ah, mais en tout cas, il a fait avancer les droits de la femme. Ah oui? Ah, mais non, encore. non, mais encore, ok, non. Non, j'ai manqué un bout sur Tintin. Allez, Finalement, plonge. il n'y avait pas grande qualité sur l'ouverture. Hein, Non, mais tu remarqueras que ça dépend. Il pouvait pas être ben ouvert. Il n'y a jamais eu de blonde non plus. Ouais. Puis il restait qu'un vieux monsieur et un capitaine alcoolique. Très peu de personnages féminins. Le seul personnage féminin qu'il y avait dans ce film-là, d'histoire-là, pardon, c'était quand même la grosse chanteuse de la Castafiore. Ouais, j'osais pas le dire. C'est pas mal. C'est le personnage féminin prédominant. C'est la seule. Bien plus proche de genre, on va dire, une grand-mère bien vieillante. Oui, qui trippe un peu sur le capitaine Haddock. Haddock. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de grand personnage féminin dans Tintin. Mais il y a un personnage qui s'appelle Alan. Ça a de l'air à ça. Mais je suis un peu déçu parce que Charles aurait dû normalement pas te comparer au personnage de Tintin de Alan. Le Alan le plus célèbre et le plus connu. C'est le paléontologue qui a l'honneur, l'infime honneur de se faire appeler Alan par un vélociraptor dans un avion. Ah, je pensais qu'on allait parler d'Alan Théo.
Non, ça, Oublie non, tout, non, ne mais- rêve pas, Ouf. mais regarde tout. Mais j'ai vraiment entendu souvent celle-là, mais tu sais, elle est vraiment pas si bonne que ça. Hein. C'est Non. comme Ouais, mais là, Clé- ça faisait un C'est bout. comme Clé Allen. Clé Allen. Allen Ah. de cheval. Mais ils sont bien vilains. On repasse à travers ton primaire. Ben oui, est-ce Ben que oui. Puis tu sais, on mélange les lettres, ça fait un autre mot aussi. Hein? Ah, pense qu'il mon veut Dieu, dire ben oui! âme. Hein? Âme. Tabarouette! J'y avais jamais pensé, tabarouette! C'est ce qu'on fait toutes les fins de semaine. Fait que toi puis Luc... Parce que Luc aussi, si on arrange les lettres, C'est pas Jean-Luc. Mais bon, on reparlera de cette soirée au Salon du Livre. Et j'ai-tu oublié quelque chose? Non? Ben non, c'est parce que là, je pense qu'on était supposé de parler des pires moments de l'histoire. Puis Oui. mais on voulait y Oui. revenir plus loin. On va Ouais, revenir plus Martin loin. a fait un classique. On va parler de ça plus tard, puis il était trop Hey, excité, fait que j'ai J'étais voulu en dedans, parler j'étais maintenant. Ben, on vide-tu le sujet du Salon du Livre? Tiens, on va le vider. Ah, On va le faire, vider. On a déjà vidé l'exorcisme sans faire par exprès. Donc, j'ai encore des choses à dire. Ok. Mais vidons les pires moments de l'histoire. D'abord, étiez-vous des fans du podcast? Ben moi, j'ai commencé à en écouter un peu à cause de toi. Ça fait que j'étais rendu à la 2e saison. Donc, oui, tu sais, Marie-Antoinette, j'écoutais ça. Vlad, j'en ai pleuré, ça avait aucun sens. Et non, mais il y a tellement des belles histoires, puis c'est surtout de la façon qu'il raconte. Puis quand aussi, son talent pour pointer quelque chose, puis toujours le ramener, puis que ça devienne... Normalement, ça devrait finir par être redondant, mais ça ne l'est pas. Non, le genre de running qui revient toujours. Puis la façon, tu sais, il y a de la recherche là-dedans, c'est incroyable. Là. J'en ai quand t'en écouté aussi une coupe. Pas avec une couple, je suis presque à jour sur le podcast. Là. J'ai presque tout écouté. Puis moi aussi, je trouve ça fascinant la manière qu'il y a de. Tu sais, ils font de l'humour avec des sujets. Tu sais, il dit les pires moments de l'histoire, mais c'est quand même, t'apprends beaucoup en écoutant ce qu'ils racontent, puis ça intéresse. T'as le goût d'aller lire puis de creuser sur ces sujets. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Là. Moi, Puis, ce que tu sais, je veux j'aime, dire, il est le fun à écouter. Là. Moi, ce que j'aime, c'est comment il prend des sujets où je me dis, OK, pourquoi il parle de ça? Puis c'est tout le contexte autour de ce qu'il a choisi qui oui. finalement nous dit, ah, OK, c'est le podcast sur, par exemple, la montée au pouvoir de Hitler. Mais il l'a intitulé Les Olympiques d'Hitler. Parce que ce qui nous explique, c'est qui a eu cette idée de marde de donner les Olympiques à Hitler. Fait que là, je m'étais dit, ça va-tu être si bon que ça? Et là, quand tu l'écoutes, ben, il est obligé de te mettre en contexte du départ exact. jusqu'au moment où il fait les Olympiques. Et t'sais. t'as pas le choix du moment que tu fais une mise en contexte, puis on se remet en situation à ce moment-là, on compare avec notre propre époque. Fait que là, on va trouver des référents, on va réfléchir. Tu sais, ça va au-delà de l'humour, mais c'est un podcast d'humour à la base. Il Fait que le c'est fait. parfait. Tu sais, exemple, le Canadien Pacifique. Bon, c'est l'histoire du train, mais c'est l'histoire aussi de la Confédération canadienne. Ouais. Fait qu'à travers ce sujet-là, on voit l'ensemble de la formation de la Confédération canadienne. Donc, si vous avez jamais écouté ça, on fait pas souvent de pub aux autres podcasts, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis, la 4e, 5e saison sont sortis au mois de décembre. Je sais pas s'ils ont toujours sorti au mois de décembre, mais ces deux-là ont sorti au mois de décembre. Puis, je me suis clenché ça en même pas une semaine parce que j'aime beaucoup ça. Et il avait fait plusieurs petites capsules pour La soirée est encore jeune. Oui, effectivement. Et de là vient l'idée d'avoir sorti une bande dessinée parce que ces capsules-là n'étaient pas dans son podcast, puis il s'est fait proposer de publier ça sous forme de bande dessinée. Et ça fonctionne très bien parce que moi, quand je l'ai rencontré, j'ai parlé d'une de mes histoires préférées de la bande dessinée qui était Le chalet d'Hitler. Hey, c'est-tu beau, ça? Et, Le chalet et lui d'Hitler. de me répondre bien honnêtement que sur le plateau de tournage, il paraît que quand il est arrivé avec ce sujet-là, ça a genre crissé un fret. Ben là, c'est sûr. Le chalet d'Hitler. À Radcan. Tu sais, ça part mal, là. Mais moi, j'en ai deux préférés, là, celui-là puis Walt Disney. C'est parce que Walt Disney, là, c'est parce que, ben, tu sais, en tout cas, ben, c'est ça, tantôt, je parlais d'Hitler. Hein, on est pas Ceci mal là. menant à cela. Ah non, c'est parce que Walt Disney, on sait tout à peu près comme il l'était, puis c'est de la façon qu'il l'emmène. Parce que c'est drôle, mais en même temps, tu le lis, puis tu fais comme, mais j'ai pas envie de rire, même si c'est drôle, parce qu'on savait qu'il était un trash, puis il met le doigt sur plein d'affaires qui n'ont aucun sens, mais c'est tellement bon, là. Ah non, honnêtement, puis la bande dessinée, elle est de qualité. Elle est bien faite. Le dessin de Xavier Cadieux, moi, je le trouve magnifique. Et moi, c'est un total hasard, là, mais voilà 3 semaines, je suis allé chez un de mes chums qui est un féru de BD, qui lit beaucoup l'européen et du québécois. Puis il dit, hey, je te prête quelque chose, BD québécoise. J'ai trippé là-dessus. La poutine et la pitoune. Puis c'est comme le projet que Xavier Cadieux avait fait avant. Fait que j'ai pas encore lu les pires romans de l'histoire, mais je suis familier
avec l'auteur. Puis La Pitoune et la Poutine, pour vous donner un aperçu, là, c'est comme un petit peu un biopic de Joe Montferrand. OK. C'est raconté avec à la fois des éléments historiques vrais et de la fiction autour de ça. Là. Ils ont extrapolé pour l'invention de la poutine à travers. Puis genre, je suis comme, oh my God, qu'avec les pires moments de l'histoire, c'est parfait ce style-là. Mais t'amènes quelque chose d'intéressant. T'sais, notre histoire, on l'a fait à la télé, on l'a fait au cinéma, puis des fois, on manque peut-être de budget, mais la bande dessinée se prête tellement à ça. Mégantic, Un train dans la nuit, René Lévesque, que j'ai lu, la bande dessinée où on a fait appel à toutes sortes d'artistes différents. Philippe Girard, je pense qu'il a fait une BD sur La Leonard bombe. Cohen. La bombe de Denis Rodier, Léonard Cohen, tu viens d'en parler. Tu sais, si on n'est pas capable de le faire en télé ou en cinéma parce que ça coûte cher puis il faut attendre les subventions, puis vous savez comment ça marche au cinéma au Québec, tu sais, je veux dire, t'es sur une file d'attente, là. Ouais, t'es sur une très très longue file d'attente, puis malheureusement, si quelqu'un qui a un gros nom arrive après toi, ben il va prendre le dessus. Ben, c'est ça, donc... Parce que si t'as un film millionnaire, tu prends le dessus, tu sautes tout le monde. Ben, c'est du financement public, donc c'est sûr que si t'as déjà rapporté 1 million, tu sais, je veux dire, ça devient un peu logique que tu vas peut-être en rapporter encore un autre, donc c'est à toi qu'on va faire confiance, mais continuez de vous tourner vers la BD, chers amis créateurs, parce que ça fonctionne. L'histoire en BD, ça marche. Puis avec Franc-Froid, une nouvelle adresse, je pense qu'on a une gang qui sont là pour ça. Jake, fais-nous un biopic sur Duplessis. Non, sur Parizeau. Je serais curieux de voir Parizeau bien plein dessiné par Jake Dion. Ça serait quelque chose. D'ailleurs, il était bien occupé aussi en fin de semaine au Salon du Livre. Pas en fin de semaine là, mais l'autre. Il y a eu quand même pas mal de monde aussi. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de monde. Moi, je l'avais manqué parce que je suis parti 15 minutes avec Harry, mais je me suis repris durant la soirée. Là, mais sérieusement, il y a eu beaucoup de monde. Puis, tu sais, même que je suis arrivé au Salon du Livre le matin, là, ben, normalement, c'était Gauthier Langevin qui était supposé d'être au bout. Mais finalement, vu qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, il fallait qu'il essaye de se trouver des livres qui s'est arrangé avec Renault pour en fait descendre en autobus de Montréal. Puis, ça a été tout qu'un bordel. C'est que c'est Caroline Brault qui tenait le kiosque le matin que je suis arrivé. J'en ai profité pour faire dédicacer d'autres livres. Puis mon chum qui est avec moi, j'ai dû faire dire ça fait longtemps que tu voulais avoir U-Turn, tu l'as pas lu. Go. Go, c'est pas mal de temps. Là, être en avant de toi, c'est plus de question de choix. C'est vraiment excellent, U-Town. Moi, ça a été une belle découverte l'année passée. Ben, tu sais, c'était hot d'avoir. Il y a une bonne partie de la gang de Front-Froid avec qui on est allé prendre un verre plus tard. Ouais, qu'est-ce que vous avez le droit de raconter là-dessus? On va faire attention, I guess, à ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous avez le droit de dire? Et qui était là? Qui a fait quoi? Es-tu du karaoké? Ben, on était au karaoké après. Ben, on était souper. On était avec Gauthier, il y avait Caroline Brault, il y avait Olivier Carpentier, puis Jake Dion qui était là. OK. Puis il y avait aussi une autre fille, mais elle a fait du roman pour enfants, où on a cru comprendre qu'elle était genre technicienne dans le laboratoire et elle a parlé de choses dégueulasses. Puis elle nous a montré des vidéos puis des images pendant qu'on soupait, que normalement, il ne faut pas faire ça. Là, mais avec l'air d'avoir du plaisir là-dedans. Ben, elle était contente. Elle était dans sa gang. Correct. Et rendu au karaoké, vous avez chanté, mes amis? Non, on n'a pas chanté, mais on a rencontré du monde. Il y a du monde qu'ils ont rencontré puis qui ont certainement oublié qu'ils nous avaient rencontrés. On a pris de la bière dehors puis on a jasé avec les auteurs parce que, pour vous mettre en contexte, là, c'est un petit bar à Jonquière qui s'appelle l'Hippoclub. Ben oui, c'est un classique. Habituellement, doit avoir entre 3 et 10 personnes qui vont là pour faire du karaoké, mais là, presque tous les auteurs du Salon du Livre s'étaient donné rendez-vous pour aller faire du karaoké. Wow. Donc, entre 3 et 10 personnes qui vont là, il doit avoir une capacité dans le bar de 40 personnes. Imaginez, il y a 150 auteurs qui sont là, plus les réguliers. C'était le barman qui était là, c'était hallucinant. Là. Genre, il y avait... Probablement qu'il était au courant de ce qui s'en venait. Il avait canalisé son inner barman. Là, il renaît ça comme un chef parce que c'était pas facile de le voir prendre les 50 commandes en même temps. Fait que Patrick Sénécal qui chante au karaoké, puis... Oui. Oui. Et tout le monde dans des états seconds. Wow. Fait que vous avez vécu le vrai Star System. Puis des maudites belles discussions, sérieux. Là. Et avec Jake particulièrement, là, on a eu vraiment du fun, on a jasé. À peu près comme genre l'après-épisode qu'on avait fait l'avant-dernière fois qu'on l'a reçu. Oui, c'est vrai, oui. Plus plein d'auteurs qui étaient là, dont Patrick Sénécal qui se greffait aux discussions. Puis c'est ça, imaginez ces gens-là qui ont de la verve, qui sont contents de sortir, puis qui sont un petit peu lousses. Fait que ça ouais.
Ah, belle soirée. Belle histoire. Alan, il m'a dit, belle soirée. C'est le Tu vas genre t'en souvenir d'affaire, là, longtemps. tu sais, pour, mettons, un journaliste, quand t'es un gars d'arrière-cour, là, c'est... Ça donne-tu bien que j'aille pas été là? Ben, je pense que t'aurais trippé, mais t'aurais eu c'est beaucoup de parce que- misère à gérer. Qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Ça aurait été avantageux pour des entrevues filiales. Te rappelles-tu le samedi soir que je t'ai croisé à l'Hippo-Club? Ah ouais, Ouais. c'est beau, je vais être là demain matin. Oui, t'as intérêt. Descends en Je vais char. être là demain matin. Mais Ah, mais c'était c'est c'était bon, surtout le fun de voir, tu sais, tout ce monde-là qui sont wild, qui ont du fun, puis tu sais, qui sont descendus au Salon du Livre de Saguenay, puis ils ont eu l'air à avoir, genre, une belle fin de semaine. Le Ben, public tant était au mieux. rendez-vous. Tant puis mieux. Le nightlife était là. On a un des gros salons du livre, il est reconnu, puis c'est le fun qu'une nouvelle gang l'ait découvert, puis qu'ils ont vraiment trippé. Je Ouais, pense que vraiment. ça, puis surtout que c'est de la bande dessinée québécoise. Puis là, ils ont vu qu'il y a une belle visibilité ici, puis qu'on tripait, c'est que ça va juste augmenter dans les prochaines années, puis ça va être vraiment le fun, parce que, tu sais, il y a dans les autres qu'il y a, j'ai croisé Julien Paris-Sorel qui fait Aventure aux Arts. Oui. J'ai jasé une dizaine de minutes avec lui. Il y a des pauvres enfants de 5 ans qui pleuraient parce que non, ils pleurent pas tant que ça, mais parce que je suis arrivé vraiment trop de bonheur, puis j'ai comme stalké à fil, puis j'ai rentré en premier, puis Finalement, on on est est pas- dans l'air de pousser les enfants. Dansez-vous, dansez-vous. C'était presque J'ai ça. À un moment déjà donné, lu. j'ai fait, je me sens presque mal. On dirait que je vois l'enfant là se plaindre d'enfants. Yes, Alan, t'es pas sur table. Ben, Julien a dit que c'était correct, il y avait du faute. Oui, continue de pousser mes lecteurs, Alan. J'aime ça, je trouve ça drôle. Il m'a même donné presque un de ses derniers posters, puis il y avait plein d'enfants derrière. Calé, quel âge que t'as? Mais c'est vrai que c'était un Va beau chier. salon. Mais c'est vrai que c'était un beau salon. Puis honnêtement, tu sais, j'ai vu Ghislain Tachereau, j'ai vu. Il y avait tellement de monde. Puis je sais pas si. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas battu de record. J'ai de la misère un peu à le croire parce que moi, le soir que j'y suis allé, c'était vraiment pas. Ben, il paraît que le jeudi puis vendredi soir, c'était quelque chose. ça. Le jeudi Mais soir, le moi, c'était samedi, j'avoue, j'y ai passé presque. Tu sais, j'ai passé quand même 4-5 heures là-bas. Ça circulait bien. Il n'y a Ok. jamais eu de fil le samedi, là. Mais tu sais, il faut dire qu'on a un automne qui était exceptionnel, puis il faisait genre 25 dehors. Ça fait que en plein samedi de fin de semaine, qui fait 25 dehors, ça se peut que au mois d'octobre, ça te tente d'être dehors, puis pas d'aller changer. Ça a sûrement pas dû aider parce que moi, jeudi soir, écoute, on se marchait ses pieds. Ah, j'en doute même On pas. se marchait ses pieds. Mais ça a été un très beau salon. Félicitations à tous ceux qui ont participé puis qui nous écoutent ou qui sont dans l'organisation. Ça prend des bénévoles pour faire ça, des stands, des gens des librairies qui ont participé. Ça prend du monde. Ah, et puis parlant justement de la gang de Franfroid puis Nouvelle Adresse, on a appris aujourd'hui que la prochaine BD qui sort le 1er novembre, c'est Dessine bandé d'Alex Lévesque. Je savais même pas que c'était ça, moi. Du moment, je le connais de par le fait que sur Internet, il y en a eu. Ouais, mais tu sais, c'est notre cyanide de Napides québécois. C'est un grand classique du malaise et des bandes dessinées qui sont pas correctes. Et je suis vraiment content qu'il décide de publier ce gars-là parce que je pense qu'il le mérite. Ça fait longtemps qu'il fait de la bande dessinée web. Il faut aussi des shows d'humour tout. Sauf que non, c'est vraiment, vraiment. Parce que tu sais, je pense qu'il a fait des shows avec Julien Benarché, c'est ça, pas dans quoi Montréal. Cette gang-là, ouais. De cette gang-là, donc je suis vraiment. Tu sais, ça explique peut-être aussi comment il a fait pour avoir un lien avec Gauthier pour se faire publier aussi. Mais je suis vraiment content, puis ça vaut vraiment un beau recueil. Ça suivait ça, c'est que Dessine bandé, c'est sur Facebook ou bien sur Instagram, puis là, sa BD va sortir le 1er novembre, puis ça risque d'être un très beau produit. Exact. Puis toujours de qualité ce qu'ils font, fait que c'est pas une inquiétude, mais absolument pas. À des prix qui, je dois le dire, sont raisonnables. Non, effectivement, ça a bien du sens parce que pour la qualité du volume qu'on avait dans les pires moments de l'histoire, puis c'est un 260 pages facile, c'est ridicule. Oh, ouais. Il y a des BD européennes qui coûtent plus cher que ça pour 22 pages. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai même pas utilisé mon pouvoir de média. Je l'ai acheté pour vrai parce que je trouvais que, un, je voulais les encourager, puis deux, il était pas si cher que ça. Puis dites-vous, un bouquin, habituellement, on l'achète, puis on va le lire une fois. Pour la plupart de vie d'un bouquin pour quelqu'un. Des fois, on va relire un Harry Potter ou un truc qui nous a marqué comme ça. Une bande dessinée, là, ça a de la relecture à l'infini. C'est le genre de truc que constamment, on retombe dedans. C'est souvent pas très long à lire. C'est un investissement qui vaut à peine. On y pense pas, ce côté-là. On se dit c'est plus court, mais non, il y a un bon le côté une bonne relecture. épisodique fait que tu peux replonger dans certains segments sans être obligé de te taper la série au grand complet. Donc, c'est un gros avantage. Et pire moment, c'est exactement le même exemple. C'est à peu près comme écouter l'album du peuple. Tu peux skipper puis écouter les sketchs que tu veux, puis t'es pas obligé de passer à travers l'œuvre au grand complet. Bon, l'œuvre qu'on a été obligé de se taper au complet, par exemple, c'est Ahsoka. C'est terminé, c'est fait. Veux-tu que je commence ou... Ah, toi, je sais que tu vas chier là-dessus, ça avec vas-y. Même pas. Calisse. Tu vas être déçu.
Tu vas être très déçu. J'ai toujours compris. Là. J'ai pas dit. Oui, il y a des affaires que je comprenais. Ça là, c'est comme la façade. Quand, genre, les fans, ceux qui ont aimé ça, font comme si t'as pas aimé ça, c'est parce que t'avais pas vu, genre, Rebelle avant, puis c'est rien que pour ça que t'as pas aimé ça, puis tu comprenais pas. C'est le même principe que si t'as pas aimé certains films, t'es un pédophile. Hey, tu nous en sors à soir, toi, d'où tu sors ça? Quel film t'as pas aimé? Non, c'est parce que... Oui, le Sound of Freedom, tabarouette! Mais tu sais, vous êtes dans le même dialecte en ce moment, là, donc... Non, parce que ça ressemble à ça. Ceux qui ont aimé Ahsoka, ils ont l'air à faire « Si t'as pas aimé ça, t'as pas compris ». Ça se peut qu'on ait compris puis ça soit pas très bon quand même. Non, mais c'est parce qu'on se le cachera pas, on va en parler. C'est d'une faiblesse scénaristique qui est incroyable. C'est dégueulasse. Là. Sauf que ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, il y a même des jeux d'acteurs qui font dur puis qui sont pratiquement impardonnables. Ils font saigner des yeux. Tu sais, c'est rough, là. Mais, tu sais, c'est pas dans le pire qu'on a vu dans Star Wars jusqu'à maintenant. Non. Parce que dans Obi-Wan, et dans Obi-Wan, on se rappellera toujours de l'Inquisiteur qu'elle avait... Soit elle parlait fort, ou elle parlait doucement, puis les deux, c'était pour la même émotion, la colère, mais elle n'était pas capable de les gager. Je te dirais qu'à l'inverse de Obi-Wan, c'est que Obi-Wan racontait une histoire qui m'a déçu parce que c'est pas l'histoire que je voulais. Ça, c'est correct. C'est pour ça que j'ai moins aimé Obi-Wan. C'était des personnages que j'aime beaucoup. Puis je savais où est-ce qu'il s'en allait. Un peu comme quand les prequels sont sortis. Je pensais qu'il allait aller dans une direction, ils sont pas allés là. Il y avait une faiblesse autour de l'histoire en tant que telle. Là. C'était juste la réalisation. Pas bon, la réalisation. Dans le cas d'Ahsoka, je suis prêt à y laisser beaucoup plus de liberté parce que c'est des personnages que je connais moins, puis que c'est des personnages qui sont nouveaux, puis qui vont ailleurs. T'sais, dans le sens où j'ai appris à apprécier la série avec les 3-4 derniers épisodes. Les 4, c'est 5, 6, 7, 8. Qui mettent vraiment l'épaule à la roue. Parce que là, sérieusement, ça bouge à partir de là, c'est solide. Là, il y a des choses intéressantes. Puis tu sais, du moment où ils sortent de l'espace connu de Star Wars puis qu'ils s'en vont, là, il va y avoir des spoilers, soit dit en passant, là, on s'excuse. Mais quand ils quittent, puis que, bon, l'épisode nostalgique de Clone Wars qu'on a tous aimé, mais soyons francs, on l'a aimé parce qu'on a vu Hayden Christensen, là. Hayden Christensen a joué pour beaucoup. On a vu Rex. Son armure de Clone Noir, ça était vraiment trippant à voir. Beau, là. Et aussi, c'est parce qu'il y avait quand même un message, malgré le fait que de la façon que c'était peut-être présenté, c'était peut-être un peu maladroit, mais le message était tellement intéressant. Tu sais, tu peux prendre une sémantique comme tu le voulais un peu. Tu peux voir la raison pourquoi Anakin est devenu Darth Vader, parce que le Conseil Jedi en a fait un soldat, puis c'est presque lui qui l'ont poussé à bout là-dedans, puis il a aimé ça. C'était ça le problème. Il était impulsif, il aimait ça se battre, puis ils l'ont mis dans une situation où il a pu développer ce talent-là, puis ce côté-là de lui au maximum. Tandis que tu avais Ahsoka, qui a réalisé qu'est-ce que le conseil faisait, elle a décidé de tout mettre ça de côté, puis elle a refusé de continuer à se battre. Mais il y avait une dualité qui était là-dedans, où Ahsoka a refusé de continuer à se battre, puis qu'Anakin, il a fait comprendre, c'est parce que si c'est pas toi qui te défends, puis qui va de l'avant, c'est toi qui vas finir par mourir. Puis il y a d'autres personnes qui vont souffrir alentour de toi. C'est que, tu sais, c'était drôlement apporté, mais il y avait beaucoup de nuances sur la force, le côté obscur, le côté gris. On n'a jamais été convaincu à 100% qu'on était in the world between worlds. C'était-tu un rêve? C'était-tu... On sait plus. Effectivement, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est la deuxième fois que Ahsoka meurt. Oui. La première fois, elle s'est fait écraser par un temple Jedi. Oui, pendant qu'elle se battait avec Darth Vader. Exactement. Puis là, elle s'était ramassée dans l'In-Beaten World, puis que c'est quand Palpatine avait ouvert l'autre temple Jedi et les voies du temps, que Ezra Bridger avait retrouvé Ahsoka qui était perdu là-dedans, puis qu'il l'a ressorti à la fin de Rebels. Et là, encore une fois, elle est morte et s'est ramassée là. C'est que la Force a quelque chose avec Ahsoka. On ne sait pas encore, parce qu'il a encore présenté des divinités là-dedans, parce que la chouette... de Mortis. Ouais, puis la chouette, c'était super important au niveau d'Ahsoka. C'est comme la divinité principale du côté lumineux de la Force. C'est pas le Daughter, c'est ça? C'était Mordecai, quelque chose de genre. Ouais. Mais c'est parce que ça, c'est un épisode aussi qui était... C'est un de mes épisodes préférés de Clone Noir. C'est quand... God of Mortis? Ouais, c'est quand Anakin se ramasse sur une espèce de temple dans le fin fond de la galaxie, puis tu as deux entités de la Force qui sont comme le côté obscur et le côté lumineux. Puis tu as Anakin qui est dans le milieu de ça, puis que les autres sont dans un combat perpétuel, mais Anakin, à la fin, réussit à mettre un côté neutre, puis il ramène la balance dans quelque chose qui n'est pas supposé de l'avoir. Et ça montrait tellement à quel point que Anakin aurait été, c'était lui, l'élu, puis qui ramenait la balance dans la Force, parce que même dans l'épisode... Je veux juste être sûr que je me rappelle de l'épisode comme il faut. Là. Tu l'as peut-être écouté plus récemment que moi, mais ce que j'avais compris quand j'avais écouté cet épisode-là, c'est que Anakin a refusé le rôle du père
Et comme le père est mort, il y a eu un débalancement dans la force. Tant et aussi longtemps qu'Anakin ne ramène pas à balance, ben, Ouais, effectivement. ça explique pourquoi le Darkseid a été aussi fort pendant tout le règne de Oui, Vader. sauf que ça montrait qu'il pouvait ramener la balance. Puis Oui, qu'il était mais il l'avait refusé. Il avait refusé, effectivement. Mais ça montrait que c'était lui qui pouvait ramener la balance, chose qu'il a faite à la fin de À la Retour de fin. Jedi. C'est ça. Parce que cet épisode-là de God of Mortis, Jean-Luc, en passant, c'est vraiment bon parce que c'est Lucas qui avait participé avec Filoni sur cet épisode-là parce que Lucas lui avait parlé de cette idée-là de Dieu derrière la force, d'espace plus lointain dans lequel ces dieux-là, finalement, c'est des incarnations de la force. T'sais, Daughter, c'est le light side, Son, c'est le dark side, puis le Father était au 3, une sainte trinité dans le fond, puis lui, il les maintient en ballant. Puis dans cet épisode-là, Anakin se fait annoncer que, regarde, c'est toi le Chosen One, moi je vais mourir, faut que ta job de Chosen One, c'est de prendre ma place, puis de maintenir Daughter and Son en balance. Puis Anakin refuse. Puis en refusant, puis en partant de là, tu comprends que le Dark Side devient plus fort que le Light Side. Puis là, c'est comme Lucas qui se rend compte beaucoup trop tard que son œuvre aurait été encore plus intéressante si ces éléments-là se retrouvaient dans le Star Wars original. Mais ça genre arrivera que jamais. Léa soit dark ou que Luke soit dark ça, et que genre, tu sais... Vader soit la balance entre Exact, les deux. c'est ça. Mais ça Que arrivera qu'il jamais. accepte, Tu sais, ça, c'est du classique de j'ai pondu. Tu sais, moi, j'ai Ouais. appris, puis je pense que c'est Alan qui m'a un peu appris ça par la force, là. J'ai appris à séparer ma trilogie originale de tout le reste. Pour moi, la trilogie originale puis Star Wars épisode 4, c'est mon lore, c'est le canon. Pour moi, c'est la meilleure chose qui s'est faite. Et personne ne va me faire croire que quand il a fait ça, il a pensé à tout ce qu'il y avait autour. Non, OK? C'est impossible. Zéro avec une barre. Zéro avec une barre. Puis ces trois films-là, je les déguste encore pour ce qu'ils sont. Maintenant, une fois que ça c'est dit, ben, t'as l'autre playground, l'autre arena de jeu qui se trouve à être ce que Filoni puis toute cette gang-là ont fait autour de Star Wars. Effectivement, de la façon qu'ils ont travaillé la force, puis qu'ils ont travaillé une mythose à ce sujet-là, en incorporant des dieux, en incorporant les temples, en incorporant plein d'autres. La magie. La magie. Parce que les Night Sisters qu'on a rencontrés justement dans Ashoka, c'était très drôle aussi de voir que le premier inquisiteur qui s'est fait tuer, personne n'avait compris que c'était un zombie. Tu sais, le monde, comme même le réalisateur a fait, ouais, c'est parce que c'était comme un robot, puis c'était comme son fluide corporel qui s'évacuait. C'est parce que même toi, tu sais même pas qu'est-ce que tu as réalisé, man. C'est que j'osais à des Filoni qui a écrit de quoi, là, c'est parce que écouter Clone Noir, puis qu'ils pètent des zombies, c'est exactement tout ce qu'ils font, péter en nuage vert. Là. Donc, il y avait comme rien de nouveau et d'impressionnant là-dedans. Là. Mais tu vois, là, l'élément que tu parles, ça apporte, moi, ce qui est un problème dans la série, c'est que tout ce que vous discutez, c'est super intéressant, puis j'enlève rien à ça. Par contre, la série doit aussi se tenir par elle-même. Ces éléments-là, ils doivent à la fois être un clin d'œil puis un élément qui lie à une œuvre qui est antérieure, mais ça doit aussi, surtout dans un contexte où ça se lie à une série d'animation que la plupart des gens n'ont pas écouté, il faut que ta série amène des éléments qui font avancer l'histoire. C'est exactement ce que l'épisode 5, 6, 7, 8 a fait. Ouais, mais même, attends un peu, j'apporte un point pour vous deux, là. Oui, mais non. Parce que je pense que ce que Filoni a voulu faire avec cette série-là, là, c'est justement parler à des gens qui ont pas voulu écouter des bonhommes pour enfants, de lui dire, ben, désolé, mais, tu sais, là, rappelle-toi, dans les années 90, là, t'avais les films, puis après ça, ils faisaient une série animée qui avait aucune conséquence sur l'univers du film que t'écoutais. Ouais. Puis là, quand t'arrivais pour voir le deuxième film, il n'y avait rien de ce qui s'était passé dans la série animée qui était reflété dans le film. Pourquoi? Parce que c'était deux médias différents qui se parlaient pas, puis c'était comme ça. Puis c'était même un peu insultant pour ceux qui travaillaient dans le dessin animé. Rappelle-toi Peter Laird et Kevin Eastman qui travaillent sur Ninja Turtle. Ils leur ont clairement dit que c'était une bande d'annonces, c'était une bande de... C'était une publicité pour vendre des jouets. Puis les deux gars nous ont dit, nous, on n'accepte pas ça, on va mettre un scénario en arrière de ça. Puis la compagnie a fait, ben, faites donc ce que tu veux, je m'en crisse. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Moi, je pense que Filoni, ce qu'il vient faire, ce qu'il vient dire, c'est il n'y a pas de sous-art dans Star Wars. Je suis pas en train de dire, moi, c'est pas ça la question. C'est pas il n'y a pas de sous-art, c'est tu veux intéresser les gens. Parce que là, dans le fond, Ashoka, c'est seulement une récompense pour les fans de Clone Wars puis de Rebels. Pour ceux qui ont suivi. Si c'était bien fait, ça serait à la fois une récompense et ça donnerait le goût aux gens d'aller s'intéresser à ça et ça serait une histoire qui se tient en elle-même aussi. Et là, je suis désolé, là, ça se tient pas. Ashoka, ça prend comme prérequis d'avoir écouté Mando, d'avoir écouté des vidéos sur YouTube. Absolument pas, parce que la finale n'a aucun lien avec la série Rebels. Non, mais elle a un style lien Clone Wars, par exemple.
Un peu. Puis je veux dire, t'as peur, tu décolles, c'est qui Ahsoka? Elle t'est pas présentée, tu la vois pas dans sa jeunesse, à part dans l'épisode 5 où il te montre un bout où il faut que tu comprennes que ça a été le padawan de... Hey, à un moment donné, c'est une série de 8 épisodes, même s'ils l'ont pas présenté, c'est une Jedi qui traîne là. Qu'est-ce que ça change, là? Mais c'est Ben, surtout que... son personnage n'est pas Non, développé. mais en fait, c'est surtout que tu n'aurais jamais posé ces C'est questions-là pour pas long, Mando. ouais, exactement. Puis, Mando te dit pas, te raconte pas toute la guerre civile Non, des 3 mais films. Mando là. prend un nouveau personnage qui n'existait pas avant. Puis t'as pas besoin de comprendre c'est qui parce que genre, dans le fond, la manière qu'il te le présente, c'est il y a un masque. T'as même pas besoin de savoir c'est qui. C'est un mercenaire. Et tranquillement, tu commences à savoir qui est Mando, voir qu'est-ce qui est arrivé. Puis tu t'attaches à lui pour ce que tu vois à l'écran, puis ce que tu comprends qui est arrivé avant. Pour que ça débarrasse dans le milieu de la 3e saison. Ah ouais. Mais je me ferais pas l'avocat du diable en disant que Mando, c'est parfait. Là. Mais c'est... On est tous d'accord que tout ça est meilleur que Book of Boba Fett, oui? Ah oui. Ok, parfait. Mais genre, moi, c'est dans la même discussion. Genre, Book of Boba Fett, Obi-Wan et Ahsoka sont 3 mauvaises séries. Tu vois, moi, avec des bons éléments, mais c'est 3 Non, séries. je les mets pas à la même place. Moi, je pense que le pire là-dedans, c'est Book of Boba Fett parce que ça leur a rien apporté, tellement qu'ils ont été obligés de ramener Mando. Oui, effectivement. Puis il y a eu des erreurs de réalisation, il y a eu des erreurs scénaristiques. Et, tu sais, le côté qu'un vilain peut être vilain aussi, là, c'est vilain, ça. Et Obi-Wan, vous me ferez jamais dire du mal d'Obi-Wan parce que j'aime trop Ewan McGregor, j'aime trop le personnage, je suis conscient de tous les défauts de la série. Ça n'a pas tourné comme je voulais que ça tourne. Tu sais, moi, je pensais que ça allait tourner autour de la phrase que Vader dit à Luke dans l'épisode 6. Obi-Wan once thought as you do. Puis moi, je pensais que cette phrase-là, c'était leur échappatoire pour faire une série. Je pensais qu'Obi-Wan allait être... Je pensais qu'Obi-Wan allait dire « Je pense que je peux le sauver encore. Je vais le laisser une dernière fois. » Je pensais que ça allait être ça, la série. Ça n'a pas été ça. Bon. Ça a été une aventure avec Léa. C'était décevant. Mais vous me ferez pas dire du mal parce que j'aime trop ce personnage-là puis j'aime trop Ewan McGregor pour ça. Puis Ahsoka, pour moi, le seul gros problème que j'ai avec cette série-là, c'est à quel point Filoni n'est pas habitué de faire de la télé live. C'est juste ça. Ah ouais. Ben, c'est ouais, juste mais ça. c'est pas un problème d'histoire puis de ce que non, présente. pour moi, l'histoire n'a pas tant de c'est de la problème. mauvaise réalisation. Ben, ça, je peux passer par Mais je vais t'en trouver un. Je vais t'en trouver parce qu'il faut en trouver. Là. 8 épisodes, c'est trop court, il n'y avait pas de fin. Moi, une série pas de fin, ça me gosse. Absolument pas. Ça, c'est vraiment pas le problème parce qu'il faut pas oublier que le but principal de cette série-là, c'était pas de te raconter une histoire avec une fin. C'est de te faire patienter en attendant d'avoir ton prochain stock. Parce qu'il ne faut pas oublier que présentement, c'est le gros problème avec les sites, avec le streaming, puis tous les grands studios, c'est que tu n'auras plus jamais une histoire qui est complète sur les grosses séries, puis qu'est-ce qui emmène du cash, parce qu'ils sont tous en train de caler du cash. Tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de t'accrocher, te créer un high, puis attendre que la prochaine série sorte, puis que le prochain univers connecté sorte là-dedans. C'est qu'ils n'ont plus le choix de faire là-dedans. Puis Ahsoka, sur la finale, le dernier épisode, ont fait des choses qui étaient incroyables là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, il y a des points positifs, parce que, il y a plein d'inspirations de Shakespeare. Ça a du Hamlet. Les légendes arthuriennes sont là au grand complet là-dedans. Tu reconnais plein de côtés du Lord of the Rings. Ils font plaisir aux geeks, puis ils vont dans le très large. La finale avec Baylan, c'est génial. Là, c'est brillant. Puis aussi, les écriteaux qui étaient là, qui montrent aux effets qu'on a rencontrés dans les 2 derniers jeux qui ont sorti de Fallen Order. Filoni est en train de montrer qu'il y a un univers qui est connecté, puis que Star Wars est beaucoup plus grand que ce qu'on connaît, puis il veut nous ouvrir là-dessus. Puis je pense que l'idée qu'en faisant une série qui se fermait pas, qui n'était pas fermée là-dedans, c'est de nous faire comprendre que l'univers est plus grand qu'on le connaît. Puis c'est pour prendre à peu près le monde comme toi, Martin, qui a toujours dit, pour moi, Star Wars, c'est épisode 4. C'est de faire péter cette mentalité-là, puis surtout faire oublier Luke, faire sauter ça, puis montrer, regardez comment notre univers est plus grand que ce que vous voyez. Puis Ahsoka, c'est exactement ce que ça l'a fait. Ça l'a ouvert le regard du monde sur quelque chose qui était beaucoup plus large. Parce que quand Baylan est sur sa statue qui ressemble à Lord of the Ring, qui est sur possiblement les dieux de Mortis. Les dieux de Mortis, et qui regarde le temple, le Jedi, qui est possiblement une entité du mal du début. Les Zeffo, qui sont les créateurs pratiquement de la Force, c'est vraiment un ancien peuple, qui sont nommés, qui ont été sur ces planètes-là. Ils vont tellement chercher dans le large que je pense que l'objectif était de piquer la curiosité du monde et de ne pas faire « Ouais, on tabarnak, j'ai pas eu réponse que je voulais. » Ben, de ce que je comprends de la finale, puis corrige-moi si j'ai tort, mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que, tu sais, maintenant, il y a 2 Star Wars. Tu sais, maintenant, il y a
Il y a la Nouvelle République, les Jedi, la galaxie qu'on connaît, les planètes qu'on a déjà vues, les personnages qu'on croise. Et maintenant, il y aura... On a sorti Ahsoka de cet univers-là. Effectivement, puis tu sais, c'est nous faire comprendre que... tu sais, Là, elle, moi, d'après moi, elle ne reviendra jamais. le superflu a été éliminé. Tu sais, les batailles de base qui étaient très superflues. Là, ils nous montrent qu'est-ce qui se passe. Arrêtez, qu'est-ce que c'est. Parce que la force, c'est plus grand qu'un côté obscur, côté lumineux, puis Death Star. C'est que Baylan l'a compris. C'est ce qu'il va apporter. Même de la façon qu'ils ont présenté Shin, son acolyte, qui finalement... C'est qu'elle sert à rien. Mais sauf que ils ont bâti une histoire où ce qui a été cherché, encore une fois, c'est des légendes arthuriennes, ça fait dans le genre. Elle va devenir la méchante qui va backstabber le monde. C'est parce que c'est du copier-coller. Puis comme Mais c'est surtout, on a pris tout ce monde-là, on les a envoyés dans un autre univers, puis ils nous ont dit, gars, à partir de maintenant, on va pouvoir suivre ces gens-là dans cet univers-là. Effectivement, puis Tron était juste le personnage qu'il fallait qu'ils aient cherché pour leur prochain film. Puis le gros événement qui va arriver avec Mandalorian et autres, c'est qu'ils ont utilisé Tron qu'il fallait qu'ils aient cherché pour faire un tremplin. Puis même switch. Puis même de la façon qu'ils ont été recherchés Ezra Bridger et le casting du personnage était tellement brillant. Très bien. Mais tu sais, c'est ça, je te dis. Ce qui est le fun, moi, la seule chose que je trouve le fun à partir de maintenant, c'est que tu vas avoir 2 branches à suivre. Tu sais. Ouais. Oui, puis c'est une manière aussi de faire comme ils se sont sortis du problème de là, on est dans une timeline, on sait déjà ce qui arrive plus tard. Exact. Tu peux pas avoir Thrawn qui va gagner, qui va faire quelque chose avec vraiment de l'impact. On a écouté épisode 7, puis personne n'en parle, ça n'a pas eu d'impact. OK, pitcher ça ailleurs, dans une autre galaxie, ou raconter autre chose, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, puis que c'est du mauvais lore, puis qu'il n'y a pas de bonnes intentions derrière ça. Mais tu sais, Andor, là, c'était pogné dans ce que ça voulait raconter, mais ça réussissait d'une manière phénoménale à nous faire vivre un moment dans la galaxie avec des personnages que tu t'attaches, que c'est intelligent ce qu'ils vivent. Dans ce cas, on est comme c'est ailleurs. Parce que non, il n'y a c'est pas parce de que développement de c'est deux personnages. réalités de Star Wars. C'est Parce mal que réalisé. c'est ce qu'on a mis d'Andor, parce qu'il y avait un côté qui était très taratarata, parce qu'on nous a fait découvrir Star Wars à travers les guerres, puis les guerres n'avaient jamais de conséquences dans ce qu'on voyait. On savait qu'il y a beaucoup de monde qui mourait, puis c'était toujours, tu sais, les Death Star sont pétés, il y avait du monde là-dedans. Les planètes explosent, on s'en fout. Chaque Star Destroyer a en moyenne 25 000 personnes à l'intérieur. À chaque fois qu'il y en a un qui pète, tu as 25 000 morts. C'est quand même quelque chose, là. Puis l'exécuteur, qui a sauté, là, hein, ben il était 10 à 20 fois plus gros que les autres. Donc, il y a eu plus que 25 000 personnes qui sont mortes dans celui-là. Mais, tu sais, c'est parce que c'était toujours ultra superflu. C'était travaillé vraiment dedans, puis on est content de découvrir ça. Même le Bad Batch, le dessin animé, nous montrait un côté de la guerre qu'on n'avait jamais vu, puis qui était super intéressant. Mais Star Wars aussi, c'est la force. Et Andor, puis même Mandalorian, l'ont mis pas mal de côté un peu. Tu l'as pas, ça fait qu'on est dans du plus terre-à-terre avec des mercenaires, avec des pistolets laser. Effectivement, ça fait que là, il fallait qu'ils ramènent ce côté-là. Puis je pense que c'est un côté que Dave Filoni aime beaucoup. Puis il y a un autre problème, c'est qu'ils ne peuvent plus faire de petits bonhommes. Non. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais je te le dis, moi, la branche avec Baylan, avec Ahsoka, avec Sabine, puis son apprenti poche là, dont on se calisse, tu sais, ça me fait penser un peu à la fin de Fellowship of the Rings. Tu sais, je veux dire, Sam puis Frodon s'en vont à leur quête, puis ils vont avoir leur propre histoire. Ils oublieront pas qu'ils sont liés à la Fellowship. Ils oublieront pas que... Peut-être qu'un jour, ils vont se retrouver, mais ils ont leur mission, ils ont leurs affaires, ils s'en vont de leur bord, puis le reste de la Fellowship avait une autre mission. Eux autres, ils s'en vont vers épisode 7. Fait que là, tu vas avoir une partie de la galaxie qui s'en va vers épisode 7, qui s'en va vers l'héritier de l'Empire, le First Order, le retour de Palpatine. Ça va s'en aller vers ça. Et là, ils t'ont ouvert une hostie de brèche avec Frodo et Sam, là, avec l'autre bar, avec Ahsoka, où tu te dis, hey, ça, là, c'est une nouvelle page blanche dans une autre galaxie. Et peu importe ce que je vais faire, il n'y aura pas de conséquences. Non. Et c'est tellement brillant qu'est-ce qu'Ashoka dit à la fin. Sabine qui a fait comme, ouais, mais je pense qu'on a un petit peu échoué. Puis Ashoka de répondre, elle a fait comme, ben non, on a renvoyé Ezra Bridger à la maison où lui devait être. Puis moi, j'ai l'impression que on est tous ce qu'il fallait qu'on soit. T'sais, elle parlait pas juste de elle, de Sabine, elle parlait des deux autres. Elle fait comme, j'ai l'impression qu'involontairement, on s'est tout mis exactement à l'endroit où il fallait qu'on soit. Et ça, j'ai trouvé ça brillant. Et tu vas lier tout ça avec l'apparition du Force Ghost d'Anakin, qui fait comme, genre, le lien entre les deux univers. Fait que t'as un lien entre ce que Ashoka va vivre de son bord, puis ce que Luke vit de son côté, avec Thrawn qui est arrivé. Alors, à quelque part, c'est brillant, parce qu'il s'est libéré de toute la shit de la sequel, en nous proposant quelque chose qui va se passer dans cet univers-là. Ouais. À moins
qu'il fasse une hostie de gaffe de la mort, puis que dans le prochain film, Ahsoka réussisse à revenir, puis que là, tout revient, puis que genre tout le monde est dans le même univers. Oh, j'ai pas l'impression. Tu sais, J'espère que non. Ils ont presque confirmé qu'Ashoka allait avoir une deuxième saison, puis avec raison, là, parce que Mandalorian ne pourrait pas continuer cette branche-là. Non, mais, cette branche-là, moi, j'ai gardé là puis intacte. Là. sans compter que Mandalorian saison 4, je pense qu'il n'y a même pas une page qui est écrite vraiment. Donc, puis avec la grève des scénaristes, ça n'avait pas beaucoup aidé. Là, donc... Mais je veux dire, gardez là intacte, cette branche-là, elle est intéressante. Oui, C'est oui. du nouveau. Ah oui, puis j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont faire parce que ça fait tellement longtemps qu'on cherche comment. Aussi, au nombre de fois qu'on a parlé que justement à cause du In-Between World, qu'elle allait rebooter l'univers à un moment donné parce qu'il allait plus savoir quoi faire. Tu sais, parce que même des bandes dessinées présentement chez Marvel sont en train d'accoter le mur là, de Retour du Jedi. C'est que qu'est-ce qui va se passer à partir de là, puis ils ont besoin D'une page blanche. d'une page blanche et d'ouvrir l'univers. Puis, tu sais, ils ont travaillé pendant des années. Puis, tu sais, ils ont refait l'erreur 2 fois. C'est assez quelque chose, là. Je veux dire, durant toute l'époque des prequels, ils ont travaillé avec un plafond. Le plafond s'appelait épisode 4. Puis là, Il le faut- plafond, c'est épisode 7, puis on Puis là, est déjà C'est ça! Ils ont refait 2 fois la même erreur. Puis tu sais, ce qui est le pire, c'est qu'un des films qui a des problèmes de réalisation qui était un des majeurs, c'est Gareth Edwards qui a pratiquement été sorti de la réalisation de son film. Rogue One, un film qui était une catastrophe au tournage, avec un film, quoi, la finalité, on faisait plus que la connaître. Là, ça n'avait aucun sens. C'est parti d'un plan qu'on voit 2 secondes dans l'épisode 4, puis ils ont fait un film de 2h20 qui est un des meilleurs films de Star Wars. Mais en ce cas, dans la nouvelle mouture, c'est Oh le oui. meilleur. Ah, c'est le meilleur Disney. C'est le meilleur Disney, puis il a souvent été comparé à l'Empire contre-attaque. Donc, même si tu as un plafond, si tu travailles bien, puis tu es chanceux, tu peux réussir à faire de quoi. Mais c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur Tu parce sais, que. épisode 3, t'as le rochant de tabarnak. Oui, parce que. Puis, ouais, effectivement, il l'a vraiment rushé. Parce qu'il faut que tout le monde arrive sur sa case de départ d'épisode 4. Hey, c'est pas évident. Ah, mais rien que ça, entre épisode 2 puis 3, il a sorti des dessins animés de 3 minutes pour réussir à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puis si t'avais pas vu les petits épisodes de 3 minutes, là, quand tu voyais Grievous qui tousse, là, c'est pire que le phénomène d'Ashoka, Grievous qui tousse. On va te le dire, ça. I know. Mais c'est à cause qu'on l'a déjà vécu. On a déjà eu du mauvais Star Wars avec Et ça. je vous rappellerai que c'est dans Fortnite qu'on a su que Palpatine revenait aussi. Ouf. Ça, c'était un coup de marketing pour essayer de ramener les jeunes voir ce C'est film-là. terrible. Parce que après la catastrophe qui a été le 8e, je pense qu'ils voulaient aller chercher le plus de monde possible. Là. Mais bon, ça n'a pas vraiment marché. Puis, tu sais, si tu veux une autre page blanche, l'autre solution, c'était de continuer avec Ray. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas 20 000 des solutions, là. T'acceptes le personnage. T'acceptes puis le personnage, tu fais son Ouais, Académie mais Jedi, puis tu y vas. ouais, mais il avait détruit tout ce qui était de méchant. Il restait plus rien. C'est vrai. Ouais, À tu mort, peux ramener je n'importe sais. quoi. Ils ont tué pour une bête deuxième fois Palpatine. C'est pas absolu, là. Moi, t'en créer un nouveau méchant, moi, une entité de la force que le débalancement a créé, qui est jalouse, puis qu'elle va vouloir contrôler. Tu sais, je veux Hey, dire, ça a l'air bon. Tu peux-tu m'en dire plus? Non. Excuse-moi, j'en ai Faut que t'écoutes la série. Quoi? Non! J'aimerais en savoir plus. C'est possible, s'il vous plaît. De me faire 3 séries, 2 films. Je vais t'écrire une série de romans qui seront pas liés à absolument rien, qui vont avoir des clauses. Puis un gros shout-out à Stevenson. Ray Stevenson est sérieusement son personnage de Bilal Skull en parlant presque pas, mais en ayant une prestance qui était incroyable. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette série-là, c'est parce que même les Sith avaient des armures de la clone noire. Mm. Et ça, un Jedi avec ces armures-là, c'est vraiment, vraiment hot. Ça, c'est un look que Dave Filoni avait mis dans ses dessins animés-là. Les armures de général sont vraiment cool. Question, Et, on leur oui. casse-tu? Pas le choix. Pas le choix. T'as Il a pas pas le choix, il fini. faut que tu le recasses, mais tu sais, le gars qui va le remplacer va savoir que quelque chose d'important à reprendre, puis je pense que ça va être fait avec respect. Là. Et en passant, les combats au sable laser de cette série-là, là, on était beaucoup plus près du mélange entre ce qui s'est fait dans la trilogie originale puis dans la prélogie. Là. Ouais. Oui, effectivement, puis tu sais, ils ont beaucoup travaillé sur le côté Ronin d'Ashoka pour y montrer un côté qui était beaucoup plus samouraï. C'était De la, intéressant. de la façon qu'elle avait son display de ses épées, puis même de la façon qu'elle serrait son équipement, de la façon qu'elle faisait son entraînement aussi avec ses katas. On était vraiment très proche du samouraï. Et Aiden Christensen, sérieusement, ce gars-là avec un sable laser, Il est fou, hein? ça n'a aucun sens. Il est fou, c'est move, c'est incroyable. Et puis, même si ça faisait une dizaine d'années qu'il n'avait pas fait ça, il n'a pas perdu la main. Et son combat contre Ashoka, c'est tellement
Mais c'est pour ça que je disais, tu sais, ça a la qualité de ses défauts parce que, genre, il y a des scènes qui sont en somme, tous les combats sont vraiment super bien chorégraphiés. Mais en même temps, tu es obligé de te taper. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué parce que vous étiez pris par Hayden Christensen qui parle avec Ahsoka qui a été rajeunie puis elle est jeune sans sa guerre. Tu regardes ce qui se passe en arrière, là, c'est une cutscene de jeu vidéo. Là. Il y a des Stormtroopers comme ça là, qui sont en plein milieu d'une guerre, là, qui ont le gun dans les airs, puis qui regardent à gauche, qui regardent à droite, qui parlent dans le vide. J'étais là. Là, ça paraît que Dave Filoni est habitué de faire de l'animation. Tu sais, c'est pas... Genre, ce côté-là, là, c'est pas pensé. Là. Genre, c'est... Ouais, mais Ben, moi, je là, sais pas, ça me c'est sortit, quand même mieux fait que toutes les scènes de Stormtroopers mais de c'est ça. l'épisode 2. Non, mais corrigez-moi si je me trompe. Épisode 2, Mais c'est peut-être une lorsqu'on. référence. Ouais, mais attends un peu. Corrigez-moi si je me trompe, là, mais lorsqu'on voit la séquence de Clone Wars, quand elle est très très jeune, là, je parle pas de la séquence C'est de le Mando. combat de Ryla de la première Bon, saison. on voit les Stormtroopers, ben pas les Stormtroopers, mais les troopers de la République. Les Là. soldats en blanc. Bon, ils apparaissent un après l'autre en courant. Ça n'a pas l'air d'être du CGI. D'après moi, c'est la première fois qu'on voyait des vrais gars avec cette armure-là. Ouais, c'était vraiment, c'est vraiment ça. des Ouais. vrais acteurs. Puis sauf que, Parce tu sais, que dans l'épisode 2, il n'y en a pas un seul qui a porté cet uniforme-là. ben, Mais il genre, rentrait pas sur la tête du monde. Ouais. Imagine à ce moment-là à quel point ça rajoute de l'idiotie à ce que je viens de dire. Là. Parce que c'est littéralement ça. Vous verrez, réécouter et vous porterez attention à ce qui se passe en arrière. Là. C'est genre quelqu'un qui a écrit comment genre une discussion entre deux soldats doit se passer. Puis là, comment tu mets en scène ce qui se passe en arrière. Genre, qu'est-ce que les autres soldats font. Et c'est idiot, là. C'est un jeu vidéo. Là. Les gens se tournent à gauche puis à droite avec le gun, parlent dans le vide. Mais n'empêche que c'est la première fois que tu voyais des gars dans un uniforme de Clone Trooper. Dans l'épisode 2, il n'y en a pas eu un seul. Effectivement, mais de toute façon, Pas- c'était pas l'élément. Si tu as focusé sur ça, c'est parce que tu n'as pas focusé ce qu'il essayait de présenter. Non, c'est... Ça fait... Moi, ce que j'ai c'est pas un aimé tout. de... mais C'est moi, un ce tout. que j'ai pas aimé de ces scènes-là, Si c'est c'est qu'elles maladroit, ça. elles ont... Parle-moi. Ben, en fait, non, au contraire, je me reprends. Ce que j'ai adoré des deux scènes de Clone Wars qu'on a vues, c'est qu'elles ont enfin fait je vais dire cinéma, entre guillemets, comme dans les années 90, c'est-à-dire, on sera pas capable de vous présenter la guerre, on n'a pas le budget. Voici comment on va faire Ouais. de façon créative pour que vous ayez l'impression que c'est étouffant, que vous êtes en guerre, que l'ambiance est là. Et ça, gars, Brouillard, puis tout il y avait 4 clones troopers, il y avait un gros bonhomme dans le fond, puis bien de la fumée. Ouais, non, ça, les limitations C'est techniques, parfait. ça me dérange pas. Le bridge, justement, de montrer que Hayden était le Anakin qu'on a vu dans ce dessin animé-là, c'était parfait. Puis je pense que le monde en avait besoin. Tu sais, pour dire, la guerre des clones, là, hein, tout ce qu'il y a eu dans le dessin animé, là, c'était canon. Regardez la preuve, il est là, puis c'est lui qui l'a fait. C'est le même, parce que souvent les gens relevaient la différence entre le Hayden des films et le Anakin dans la série. Ouais. Il y a même eu des théories des deux Anakin. Je sais pas si tu te souviens de cette théorie-là à l'époque de Clone Wars, Ah, ça se peut, ouais. qui nous disait que Palpatine avait cloné Anakin, puis que le Anakin de Clone Wars, c'était pas le Anakin d'épisode 3. Ah non, écoute, le monde sont allés loin parce Les que... théories sont sans fin. Ben, c'est parce qu'ils étaient tellement différents. Du mauvais acteur. Non, mais ils étaient vraiment différents. Le Ouais, mais Anakin c'est des parce- films, il est imbuvable. Oui, effectivement. Puis le Anakin de Clone Noir était un gars qui était un bon vivant, puis qui était content d'aller au combat. Puis surtout, c'était un gars qui aimait ses soldats, qui voulait protéger ses soldats, mais qui avec le temps a compris que des pertes, ça pouvait arriver. Puis c'est un petit peu là qu'il a commencé à perdre son humanité. Ouais, puis c'est commencé à se déshumanisé. Parce que la guerre lui a fait réaliser que des pertes, c'était normal, puis que l'objectif était la priorité. Ça fait qu'il a comme perdu son côté Jedi, où ce qui dit que toute vie est importante, parce que normalement, un Jedi, si tu rentres au front, tu vas mourir avant tes unités. Tandis que lui avait accepté que son unité pouvait mourir pour lui, ce qui est un non-sens pour n'importe quel Jedi. Mais c'était, je pense, c'était bien de le revoir. Puis ils lui ont donné un arc complet. Puis je la trouve encore plus complète que dans Obi-Wan, tant qu'à moi. Oui, ben, dans Obi-Wan, ce qui a été le fun, c'est que, tu sais, ils ont montré le moment où ils ont fait comprendre à Obi-Wan qu'Anakin était réellement mort. Mm. Ça, c'était le fun. Mais, tu sais, le petit boss de combat qu'il y avait eu pour s'entraîner, c'était juste pour nous en montrer Anakin Skywalker. C'était un peu inutile, mais le combat était super intéressant. Mais non, je pense qu'on avait besoin de revoir ce Anakin-là. Puis je pense qu'il devait Hayden parce qu'il l'a pas eu facile par après. Moins que Jar Jar Binks, mais... Mais Jar Jar a eu son moment. Là. Oui, Ouais. il a sauvé bébé Yoda. Et puis je terminerai avec ça, les flashs de Darth Vader dans cet épisode-là. Sérieusement, Hayden qui Qu'est-ce décide de c'est switcher du côté magnifique. lumineux et du côté obscur. Là. Tu le vois juste dans sa face, mais tu sais qu'il met son regard qu'il y avait dans l'épisode 3, parce que tu
sais, qui décide qui est dans Il a l'air l'absolu. fou là. furieux, Ouais, là. exactement. Non, ça, c'est vraiment, vraiment Tu cool. vois les différences de combat des deux personnages quand ils switchent avec le sabre rouge, puis le flash de... Tu vois juste l'armure de Vader. Ça, honnêtement, c'est beau. Là. C'était beau. Ah, c'est du bon fan service de Star Wars. Puis moi, c'est ce que j'ai dit. Andor est ce que je veux de Star Wars maintenant. Puis Ashoka, c'est pourquoi j'aime Star Wars. C'est bien dit. Moi, je dirais, c'est ça. Tu peux faire quelque chose qui me parle pas, puis que même je vais trouver de mauvaise qualité, mais au moins ça respecte les fans, puis ça apporte quelque chose. Parce que n'oublions jamais, tu peux faire exactement le contraire. Tu peux avoir un Ring of Power qui, à la fois, va s'aliéner les fans, être un mauvais produit, puis prendre les gens pour des idiots. Tu sais, Ahsoka, c'est pas aussi mauvais que Ring of Power, mais tu sais, au moins, je pense que ça respecte les gens qui ont écouté ça. Tu sais, ça a quelque chose à dire sur une partie de Imaginons Star Wars. Ashoka avec le budget de Ring of Power. Et on l'a T'aurais eu, eu la la guerre des Clone Wars au clones. complet. T'aurais eu la Clone Wars au complet en récapitulatif. Il aurait resté de l'argent. Ah, il serait resté de l'argent. Mais il t'aurait envoyé un chèque. Ouais, Vous l'avez écouté, tiens, il y a 20$. Eh bien, pièces d'Amazon, vous l'achetez du stock. Ouais, achetez du stock, vous avez un beau 20$ gratis. Mais ben hâte de voir maintenant la suite. Mais tu sais, on réparera jamais les erreurs. Tu sais, on a voulu aller tellement loin avec la sequel. On a voulu complètement aller ailleurs que le Skywalker, que la Nouvelle République. Tu sais, on s'est tellement projeté. On a voulu vieillir en temps réel avec Han Solo, avec Leia. Mais au moins, on a l'impression qu'il y a un plan. Là au moins, on est en train de filer le vide. Là, Tu sais, le parce gap, que là. il faut pas oublier qu'Ashoka, c'est comme Mandalorian saison 4, parce que c'est vraiment la suite. Donc, tu sais, on voit qu'il y a un arc narratif qui veut suivre, puis qui veut le Ben, c'est respecter. Heir of the Empire. Tu sais, c'est vraiment cool pour ça. Mais je vous Puis, pose la question. n'oublions jamais, tu sais, à mesure qu'on construit ça, le Mando et Ahsoka, ça pousse toujours la question sur il était où eux autres dans l'épisode 7? Oui, ça, non, ça. Fait que, genre, tu sais, clairement, ils on- savent, là, il faut qu'ils trouvent. Ils répondront jamais probablement à la question. Mais par contre, je vous pose la question. Si c'est véritablement vers Heir of the Empire qu'on s'en va, là, mettons qu'on s'en va vraiment à ça, puis que le film c'est ça, est-ce qu'on recaste Luke et Leia, Anne, puis on leur fait jouer un rôle important là-dedans? Parlant de Léa, sérieusement, après le mauvais CGI, là, c'était-tu cool l'intervention de Léa pour backer Hera Oui. Syndulla? Par C3PO, Par C3PO. et R2D2. Et- Mais on est rendu là. Est-ce qu'on on les recasse-tu tant qu'à ça, puis Ah, on les fait jouer là-dedans? malheureusement, ils ont manqué leur chance avec avec Book of Boba Fett. C'est à ce moment-là qu'ils auraient dû recaster Luke. Sauf que je pense qu'ils ne savaient pas trop ce qui s'en allait, puis je pense que là, ils se sont à côté dans le coin du mur, puis ils peuvent faire venir. Parce que moi, j'aimerais beaucoup, puis je sais que t'aimes pas quand on retourne dans le Skywalker shit, là. N'empêche que c'est quand même lui-même établi comme le Jedi par excellence, là. C'est Ouais, c'est celui qui a fait un cauchemar puis qui a essayé de tuer son neveu, ben, lui, là. Mais qui a perdu tout espoir en j'aimerais lui. ça, les revoir, moi, ces personnages-là. Je les aimais, je sais pas. Puis les voir interagir avec les nouveaux personnages qu'on a amenés pendant toutes ces années. Moi, j'ai pensé répondre à ta question, non. Ils vont prendre des nouveaux personnages établis. Je pense que, tu sais, les rôles qui étaient dans la série de romans, ils vont les redistribuer probablement plus à Din Djarin, à, tu sais, les personnages de Mandalorian. Ils vont se faire réattribuer des tropes qui arrivaient dans Heir to the Empire, puis ils vont le donner à des personnages que le public est familier en ce moment. Ils vont s'éviter le trouble de comment on gère les enfants. Mais ouais, mais comment t'expliques que Leia et Anne et Luke auraient Ça, pas c'est pris la part... job de Filoni. aurait pas pris part à la guerre contre Thrawn, là, tu sais. Ces gars-là ont décidé de... Ah, celle-là, on s'assoit. Next. On va attendre que Ouais, Kylo puis Ren comment revienne. tu fais pour tu que sais. ça soit pas assez important pour que personne en reparle c'est ça. ever? Ouais, Genre, tu sais, ça, dans les c'est- autre films, il n'y a aucune mention de Il ça. reste Il y a rien. qui te reste. Rien. Là, pourquoi il n'est pas venu? Hey, gars, je viens de faire 3 guerres, là. J'ai bien des heures en bague. Ouais, Là, c'est chaud de ça. celle-là. Celle-là, Ça sera tellement pas gros ce qu'il va faire que genre, il n'y a personne qui en fait mention dans l'après. C'est ça. Moi, je pense que ça va aller ailleurs. Ça va être d'autres personnages qui vont gérer ça. Puis... j'ai hâte de voir. Hey, il nous restait quoi comme sujet? L'exercice, on l'a pas mal vidé, hein? Ouais, tu voulais pas parler un peu du film, mais c'est... Oh, tel que tel. écoute, je vous dirais Ah, que... il nous restait nos bandes dessinées. Wonder Woman. Ah oui, on y va avec ça, OK. Parce que l'exercice, en gros, là, c'est un Avengers de religion, puis c'est très mauvais. Voilà. Flash, Wonder Woman? Je vais commencer avec quelque chose que j'ai lu hier. Wonder Woman, il y a un nouveau numéro 1 qui est sorti. C'est M. Tom King qui est à l'écriture avec M. Samper On le connaît. qui est au dessin, qui rend une Wonder Woman qui est assez incroyable. C'est que
on a connu Wonder Woman, on a lu beaucoup d'omnibus dans les dernières années. C'est qu'on a connu le pire et le moins bon, puis le moins bon, le bon, le moyen. C'est parce que Wonder Woman est un personnage que je pense dans l'univers de DC qui a été récréé puis réinventé le plus souvent. Parce que je pense que depuis le début des années 2000, le personnage a eu 6 histoires différentes. Puis 6 versions totalement différentes. 6 origines différentes. Puis tu sais, même au niveau de ses pouvoirs, de toute sa vie au grand complet, ça a été réinventé vraiment souvent. Et depuis Dead Metal, où ce qu'elle s'était sacrifiée, et que dans la dernière série qui courait, ben, elle était revenue sur Terre de façon un petit peu bizarre, parce que là, c'était lié à la mythologie nordique. On a frappé un milestone. C'était le numéro 800. Mhm. Et là, on repart au numéro 1, puis on a décidé de mettre Tom King sur Wonder Woman. Je dirais qu'en partant, on fait comme, pourquoi Tom King, Wonder Woman? C'est peut-être l'auteur le plus sérieux qu'ils ont mis là-dessus depuis Brian Azzarello. Effectivement, puis tu sais, surtout qu'il est reconnu pour sortir des personnages du tiroir qu'on a tout oublié, puis les remettre sur une select de façon assez incroyable. Là, tu fais comme, OK, je suis curieux. Le dessin que ça me perd, il n'y a aucun sens quand il est beau. Ça fait comme, je me lance là-dedans. C'est que je prends mon numéro 1 hier. Tu tournes la première page, tout ce que tu as, c'est un texte, puis tu entends une fille qui joue au billard, puis elle fait comme, voyons, tu me lâches dessus. Le gars fait comme, voyons, non, la façon que tu joues, tu fais par exprès. Là, elle fait comme, non, tu me laisses tranquille. Le gars fait comme, mais non, tu as marché comme tu fais par exprès, là, ouais. Là, elle fait comme, tu me lâches dessus. Là, il fait comme, ben, c'est ce que tu veux. Et là, tu as un plan où tu vois une Amazon qui commence à péter la face du gars sur une table de billard, mais pas juste un peu, la table de billard s'écroule là, avec la face du gars. Elle lui casse la gueule, elle ça lui casse la table solide. en deux. Et là, il y en a un qui se dévie et fait comme, hey, c'est parce que c'est mon chum, puis il pète une queue de billard dans la face, mais elle broche pas, c'est une Amazonienne. Et là, tu as tous les gars du bar qui décident de sauter dessus, et elle part dans une rage berserk. Et résultat, 19 morts, 2 survivants, 2 femmes, mais tous les hommes du bar sont morts. Ouch! Tout ça parce qu'elle avait un beau derrière. Effectivement, puis il y a un gars qui a décidé de faire un move de trop. Et là, tu as le Sénat américain qui se réunit, qui décide de voter une loi. Ils font comme Amanda Waller est occupée ailleurs. On va chercher la 2e pire personne au monde après Amanda Waller, Sergeant Steele. Et là, il te le ramène. Et il a comme pour mission d'expatrier toutes les Amazones des États-Unis. Fait que X-Men style Wonder Woman. Effectivement, Genre. ça fait que là, tu as une guerre misogyne totale contre les Amazones qui sont reconnues pour être des féministes qui veulent nous faire croire que la femme est plus puissante que tout. Ils veulent prendre le contrôle des États-Unis. Et c'est écrit d'une façon brillante. C'est d'une violence incroyable parce qu'à un moment donné, Sergent Steele arrive avec des soldats à une maison parce que je vais spoiler le premier numéro au grand complet parce que c'est juste une ouverture, c'est l'histoire. Tu as 2 Amazones qui sont un couple. Ils ont adopté un enfant qui est américaine parce que c'est pas une amazonienne. Et les autres ils refusent de partir des États-Unis parce que l'enfant est américaine. Puis ils sont avec les avocats pour essayer de dealer avec ça. Et entre-temps, tu as une des mères qui décide de péter une coche qui fait un soldat. Mais les gars se dévirent. Ils décident de vider leur chargeur, mais ils ont des balles pour les percer. Et la mère mange environ 200 balles. Elle meurt sur le coup. La petite fille qui pleure, La c'est petite quoi fille, qui se passe, c'est quoi qui se maman? passe? Et Là, il le dit, sergent tu Steele de- expliques ou bien on met ton corps avec ta blonde dans le pick-up en la ramenant. Tu sais, c'est du grand Tom King, là. c'est direct sec de même. Mais là, tu fais comme, OK, c'est dommage violent. Ça va où avec ça? Ça va là. Et pendant ça là, t'as Reine Nubia qui est en Amazonie puis qui ramasse ça. Puis là, ils ont 300 Amazones qui sont soit mortes ou séquestrées quelque part aux États-Unis qui savent pas ce qu'ils sont. Et pendant qu'elle parle de ça, la Reine Nubia, t'as une Amazonienne qui fait comme j'ai quelque chose pour vous. Elle me donnait ça parce qu'elle se fait plus confiance. Ça fait que Wonder Woman a donné son épée à une Amazone pour qu'elle retourne en Amazonie. Et Wonder Woman décide de prendre les choses en main. À Témiscaira. Parce que les Amazones viennent pas Ouais, ben d'Amazonie. d'Amazonie, ensuite, Témiscaira. Jean-Luc est là, il check son carton, son atlas. Ouais, Témiscaira. Hey, j'ai travaillé 13 heures Ouais, aujourd'hui. c'est correct. Là. Amazonie, j'ai Ouais, l'ai relevé j'ai- puis j'ai fait ouais, Ah. Ah, peut-être. On va le laisser flyer. On va le laisser non, aller hein, celui-là. mais sauf que, non, mais c'est surtout de la façon qu'elle l'affronte, parce qu'elle est devant les soldats, puis elle dit « je bougerai pas », puis c'est les autres qui font feu en premier, puis elle t'est ramassée, puis elle faisait comme « vous avez essayé de me tuer, puis moi, j'avais rien fait ». Tu te rends compte, la narration, tu sais, c'est du classique Tom King. La narration que tu as depuis le début, ça te mène à une scène finale dans
un cimetière où ils ont retrouvé Wonder Woman. Puis là, elle continue son dialogue. Puis là, t'as Sergeant Steel qui est avec son SWAT, qui font comme, faut-tu qu'on fasse avec les autres, qu'on te tue? Puis là, je l'ai vu bouger, tirer là. Mais non, elle ramasse tout le monde. Puis elle dit, là, écoute, là, moi, la guerre est décollée. Mais c'est pas vrai que je vais embarquer dans votre jeu. Je vais le faire à ma manière. Puis c'est pas vrai qu'on va s'entretuer. Fait que ça décolle sur cette prémisse-là de haine qui est super ancrée dans la réalité du moment. Mais ils veulent mettre clairement une Wonder Woman qui est une powerhouse, mais qui va vouloir éviter de rentrer... Puis même pendant le combat, Sergeant Steel, de la façon qu'il est décrit, il fait comme Wonder Woman, le problème, c'est que Batman, c'est un expert au combat. Superman, il a sa force. Et puis il décrit tous les pouvoirs des super-héros. Il fait comme le problème de Wonder Woman, c'est que quand elle rentre dans le tas, tu te rends compte que c'est une femme, mais qu'elle est merveilleuse. Et que tout ce qu'elle fait, là, c'est juste une suite synchronisée. C'est une artiste dans son combat. Ça fait que tu peux pas la prévoir. Parce qu'elle maîtrise absolument tout ce qu'elle fait. Mais dans son descriptif, c'est tellement bien écrit, c'est tellement brillant. Puis là, à la fin, ils vont nous arriver avec quelque chose de différent qu'on ne sait pas ce que vous en avez. Ça, je vais vous laisser le découvrir. Mais rien que ce premier numéro-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une bande dessinée. Puis à chaque page que je tournais, j'étais comme là. Wow. OK. Puis contrairement quand tu lisais, mettons, Human Target, ou bien que tu sais, Strange Adventure, ou ce que tu disais le premier numéro, ça faisait comme, j'ai aucune idée où ce que ça s'en va. Puis finalement, ça t'en prenait 7 pour avoir un petit filon de l'histoire. C'est que là, en un numéro... T'es direct dedans. Ouais, T'es direct dedans. Et C'est un 6 numéros pour la première arc, ben. c'est souvent ça, parce que je sais pas combien de temps il va durer longtemps. J'espère qu'il va faire au moins 1 à 2 ans, là, sérieux, parce que je pense que de la façon qu'il a amené ça, il peut tenir la série puis l'emmener vraiment ailleurs. Là. Puis c'est intéressant parce que tu as évoqué plein d'affaires que Tom King a faites, puis surtout, on le connaît pour Mr. Miracle, sortir des personnages, mais on oublie qu'il a été sur Ongoing Batman pendant genre, quoi, 4-5 ans. Là. Ouais. Mais il a été ça saboté, je le dis ça souvent. part mieux que son Batman. Mais ça, je l'ai dit. Je l'aime, son Batman, Ouais, mais mais ça non, décolle je pas le mal. dis, je l'ai déjà dit dans ce podcast-là et je vais le répéter, il s'est fait saboter sur Batman. Ah, il s'est fait obliger des On trucs. lui a mis des moules en bouche, puis on l'a réorienté vers des crossovers puis des affaires qu'il fallait mais- qu'il mette en place. Je pense que c'est le génie avec Dawn of DC qu'ils ont fait l'appui de Lazarus, qui a donné des pouvoirs, qui ont ramené du monde avec ça. La dernière Infinite Crisis qui a ramené des morts qui sont là. C'est que le Dawn of DC, ils ont éliminé la Justice League. En éliminant la Justice League, toutes les Powerhouses ont champ libre parce qu'ils ne travaillent plus en équipe, sont rendus indépendants et ne se parlent presque plus. Même présentement, la série Wolf Finest, qui est le Batman Superman, des fois, il y a des hints qui vont montrer sur la série de Batman, ou bien sur la série Superman, mais souvent, c'est des histoires d'anthologie. Comme le dernier story arc qu'il y avait, c'était la première rencontre entre Superman et Batman. Donc, on n'est pas dans l'histoire continue, mais même en faisant ça, ils vont présenter des événements qui vont être présentés dans le prochain Action Comics, mais ça n'a pas vraiment d'incidence. C'est que le Dawn of DC, ils sont en train de ramener Green Lantern aussi, ils sont en train de ramener tout le monde, mais ils n'ont plus d'interconnexion. Il y a juste Teen Titan qui en ont un peu en train, puis même le prochain event qui va sortir, qui n'aura aucune ramification avec les gros héros, ça concerne juste Dick Grayson et sa gang. C'est correct parce que tu veux être capable de suivre Batman pour suivre Batman, tu veux être capable de suivre Wonder Woman pour suivre Wonder Woman, puis s'ils ont besoin de personnages, ils les amèneront dans leur série, ils sont pas obligés d'être reflétés dans l'autre. Tu sais, Azzarello, c'est un peu ça qu'il avait fait avec son Wonder Woman, puis c'était bon. Batman, Starsky l'a fait avec son First Save. Il a ramené tout le monde parce que First Save était trop fort. Ouais. Puis ça n'avait aucune incidence sur les autres séries pour autant. C'est correct comme ça. Non, j'ai hâte de voir, je vais sûrement suivre le trade. Qu'est-ce qui t'est passé du Flash? Le Flash aussi qui a pogné son 800, qui a recommencé avec un numéro 1. Sérieusement, ça m'a vraiment surpris. C'est Simon Spurrier qui est à l'écriture. J'ai aucune idée comment prononcer son nom de famille. Et c'est Mike Deodato Jr. qui est au dessin. Lui, ça faisait un maudit bout de temps qu'il est chez AWA puis qu'il ne faisait que ce studio-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu dessiner un main comics au grand complet chez un des grands éditeurs. Ça m'a surpris parce que souvent Flash est léger, c'est humoristique. Il nous ramène Wally West à peu près comme on l'a connu à la fin de sa grosse série. Un personnage qui est au maximum de ses pouvoirs, mais que sa vie personnelle arrêtée, ça va pas super bien. Il y a un côté ultra humain puis tragique qui est emmené dans quelque chose de très gros qui va arriver. Puis j'aimais ça parce qu'encore une fois, Wally, c'est du grand Wally. Il se rend pas compte de ce qui est autour de lui parce que tout va trouver dans sa tête. Puis, je pense que c'est le plus grand défaut de ce speedster-là. Il n'est pas capable de mettre son cerveau à la même vitesse qu'un humain normal. C'est Wally qui est maintenant dans le main.
Ouais, Ouais. C'est le nouveau Flash. Ils l'ont Barry, on fait quoi avec? Il va revenir, parce que je pense qu'il t'arrive encore une shit quelque part. Ok, Puis, ok. j'ai pas lu... Parce que moi, j'ai toujours préféré Wally à Barry. Wally est un personnage qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus impulsif et moins posé sur bien des choses qu'il fait. Puis il y a un côté très Spider-Man sur de la façon qu'il écarte ses vilains. Oui, vraiment. Vraiment. Puis c'est ça qui est le fun parce que, encore une fois, ils vont travailler avec sa relation avec sa femme parce que sa femme, qui est enceinte du 3e enfant, a eu le pouvoir du Speed Force qui était donné par le fœtus qu'elle avait. Mais quand elle a accouché, elle a perdu le pouvoir. C'est qu'elle est comme. A su comme une cure parce qu'elle était habituée d'être aussi rapide que lui, mais elle est revenue à une vitesse normale, tandis que Wally, lui, il n'a pas slacké. Là. Elle a un post-mortem d'accouchement, mais qui est lié aussi à la perte de ses pouvoirs. Un bébé dans la famille, les 2 enfants de Flash qui, on le sent, vont être au cœur aussi. Et tu as C'est le arrivé. Speed Force qui est en train d'exploser. Ouais, c'est cool. J'ai trouvé ça moins intéressant. Je trouvais que ça demandait plus de connaissances. Tu sais, c'est plus dur si tu connais pas de Flash arriver dans cette série-là. Tandis que Wonder Woman, j'étais là. Ouais, Si tu sais c'est qui le personnage, genre tu vas comprendre. parce que The Flash a le même problème que chez Spider-Man en présentement. C'est parce qu'il y a tellement de personnages de multivers qui ont tout réintégré de façon permanente. Tu sais, parce que le Spider-Man que tu lis présentement, Miles Morales est revenu là-dedans. Spider-Gwen, pourtant c'est tous des personnages qui venaient de d'autres univers, sont tous là. Puis tu sais, le Spider-Verse, c'est quelque chose qui est vraiment établi dans les bandes dessinées aussi. Puis il existe tout. Il y a nul avec la guerre de Venom qui était rendu. C'est rendu ultra gros tout ce qui s'est passé là-dedans. Puis Flash a le même problème. C'est qu'il y a tellement de speedsters que des fois, tu vas arriver puis tu fais comme « Ah, c'est vrai, elle, dans le fond... » C'est une des séries que tu sens le plus que tu as besoin d'avoir lu, genre, pour être familier. Et le concept avec. de Ouais, parce que Force, le c'est- Batman de. Comment je t'en. Starsky, c'est parce que... T'as pas besoin de rien, non? Effectivement, mais c'est parce que de Flash, rien que le concept de la Speed Force, c'est dur à comprendre. Ouais, je sais. Ça n'a jamais été évident. Oui. Non, Ça ça n'a n'a jamais été jamais évident. été évident. Allez, on terminerait avec le poison. Oui. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que j'ai un poison? Voulez-vous que je commence le temps Ouais, commence, que vous ouais. trouviez? Ouais. Ben, c'est facile. La raison pour laquelle je lis un peu moins de comics ces temps-ci, c'est que je suis en train de me taper les 12 romans de la série de Thomas Noronha, qui est le personnage de José Rodriguez dos Santos. Et je suis... C'est pas mon genre de tomber dans une série de romans. J'ai jamais fait ça. J'ai toujours lu quelques romans d'une série, puis après ça, je découvre un peu comment cet auteur-là s'y prend, puis j'ai jamais été assez fan d'un auteur pour dire je vais lire l'ensemble de ce qu'il fait. Tu sais, Sénécal, j'en ai eu beaucoup, mais j'ai pas lu l'ensemble de ce qu'il a fait. Tu sais, Stephen King, j'en ai lu quelques-uns, j'ai pas lu l'ensemble de ce qu'il a fait. Michael Crichton était quelqu'un que j'adorais. J'ai lu les Jurassic Park, j'ai lu... Puis Jeff Lemire, lui? Non, jamais. T'sais, mais j'ai jamais lu tout ce qu'il a fait non plus. Alors, moi, je suis une gueudonne à romans. Tu sais, je vais en lire 1, 2 d'une série, je vais aimer ça. Puis surtout quand il n'y a pas de véritable suite logique, là, que c'est juste des nouvelles aventures de. Je suis une gueudonne à romans. Mais c'est la première fois que je suis sur une mission de lire les 12. Parce que je suis juste pas capable d'arrêter. Parce que j'en veux encore plus. C'est simple, là, je vais vous mettre ça simple. C'est le Dan Brown portugais. C'est un personnage, Thomas Noronha, qui est un professeur d'histoire, cryptologue. Et il se ramasse toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Et il prend part à des choses. Et Dos Santos est un journaliste portugais qui fait d'énormes recherches sur tout ce sur quoi il écrit. C'est toujours inspiré de travaux scientifiques, d'avancées scientifiques, historiques. Et il nous présente les dernières études sur plein de trucs, sur les sujets qu'il traite. Et ça fait en sorte que tu as une bonne couverture de ce qui s'est fait ou ce qui s'est écrit sur le sujet qui est en train de nous parler. J'ai lu, entre autres, L'ultime secret du Christ, qui est toutes les dernières études sur la vie du Jésus-Christ historique à travers une histoire, bien évidemment. Âme animale, qui était toutes les dernières recherches sur la biologie, sur la conscience des animaux, l'intelligence des animaux, l'industrie de l'abattage, sur les conséquences environnementales d'élever des animaux pour se nourrir. Et c'est tellement bien fait, là, tellement bien écrit, comme actuellement je suis en train de lire La formule de Dieu, qui est les travaux d'Einstein qu'il avait fait sur... Ça a été son gros Ça a best-seller. été Du temps que j'étais en librairie, gros la formule hit. de Dieu, ça avait été... C'est son gros hit. Ça porte sur les travaux de Einstein sur comment prouver le Dieu. Comment prouver Dieu dans une formule mathématique. Puis je suis en train de lire ça, puis c'est extraordinaire. C'est très, très, très bon. Il y a celui sur Christophe Colomb que j'ai un petit peu moins aimé à date, là, mais il en reste encore plein à lire. Puis j'ai découvert plein de trucs là-dedans, des choses que je connaissais, des liens que j'ai faits avec des affaires. Puis honnêtement, là, si vous avez aimé Da Vinci Code, par exemple, là, allez vous garrocher là-dessus.
C'est sûr que c'est 12 romans dans cette série-là en particulier, mais j'ai bien l'intention de passer au travers. Mais si vous en lisez un ou deux, vous allez pogner quelque chose. Moi, l'ultime secret du Christ, j'ai pogné de quoi, là? Ouais, mettons que t'as encore ça, il y a un ou deux. Moi, ça a été mon préféré. L'ultime secret du Christ à date, ça a été mon préféré, mais j'ai une préférence pour tout ce qui est d'histoire biblique. Fait que j'ai trippé là-dessus. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'étais le public cible pour celui-là. Mais tu sais, je te dirais que sinon, La Formule de Dieu que je suis en train de lire, qui est son best-seller, comme tu viens de le dire, probablement le plus fun à lire pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à cette série-là pour la première fois. Puis tu sais, La Femme au Dragon Rouge. Non, je pense que c'est celui-là que vous devez lire. C'est son plus récent. Qui est sur la Chine et les Ouïghours. Et tout ce qui se passe avec le Parti communiste chinois, la route de la soie, les pions qui sont en train de placer le Parti communiste chinois pour virer l'Occident à coups de pied dans le derrière. Et c'est tellement bon. On suit le parcours d'une jeune Ouïghour qui monte dans le Parti communiste chinois, qui finit dans un camp de concentration. Écoute, c'est une histoire qui est assez hallucinante et assez d'actualité, merci, là. La Femme au Dragon Rouge, ouais. Je pense que c'est lui que je vous suggérerais. C'est le premier que j'ai lu. Alors voilà. Je vais y aller finalement. Moi, dernièrement, j'ai lu que j'ai acheté un hardcover parce que je pense que la série allait décider finalement de continuer, mais c'est supposé fini. Simon Spurrier, encore. Coda, que j'ai lu. Dessiné par Mathias Bergara. Mm-hmm. Dans le fond, Coda, le nom le dit, ça travaille sur les codes. Pour mettre un petit contexte, on s'imagine peut-être après Le Seigneur des Anneaux, une fois que la guerre a été gagnée puis que la magie décide de disparaître, qu'est-ce qui se passerait dans un univers? Ou est-ce que, dans le fond, une fois que la magie existait partout, ça arrête d'exister? L'univers est un petit peu tout croche, ça va pas super bien. Puis il y a des mots qui sont encore capables de l'utiliser, ça dépend quand. Sauf que ça raconte l'histoire d'un barde qui veut sauver sa femme. On sait pas trop ce qu'elle a eu, mais on sait qu'elle est prisonnière quelque part. Et il a besoin de la magie, puis de réussir à sortir de l'essence de la magie pour réussir à la sauver. Les couleurs, les dessins sont super géniaux. Les thèmes sont apportés dans la BD aussi, sont super intéressants. Ça traite sur plein de choses. C'est la trahison, tout ce que tu veux, parce qu'il est prêt à tout pour sauver sa femme. Parce que arrêter sa femme est une elfe noire, mais berserker. Puis il a besoin de la magie pour réussir à la sauver, parce que lui, il veut la guérir de sa malédiction qui est une berserker. Et c'est une BD qui est magnifique, qui est belle. Ça me fait penser à peu près à qu'on a lu dernièrement, c'est Tom King, le Superwoman of Tomorrow. Ça me fait penser un petit peu à peu près à celui du saga. Ça joue à peu près dans des thèmes, sont toujours à peu près comme ça. Donc, il y a comme un petit côté qui est intimiste parce que tu vas te reconnaître là-dedans, tu vas reconnaître ce que tu serais prêt à faire, puis la moralité aussi. Honnêtement, ça m'a vraiment surpris. C'est une série qui est sur 12 numéros. L'hardcover est super beau. C'est pas un ongoing. C'est pas un ongoing. Je pense qu'il commence à sortir un deuxième volume, mais c'est parce que la fin, c'est final. Ça fait que peut-être qu'il peut construire cet univers-là, mais honnêtement, si vous voulez lire quelque chose là, qui est complètement sorti de la traque, là, puis que vous n'avez pas besoin de lire quelque chose d'avant puis après, là, lancez-vous dans Coda, ça m'a vraiment surpris. Cool. Puis c'est qui publie ça? C'était chez c'est Dark Horse. Boom. Je suis presque sûr. Il va toutes les nommer. C'est Boom, exactement, oui. C'est Boom, moi je le vois, puis il n'est pas trop cher non plus. Ouais, effectivement, en ce moment, avec le Prime, de dollars. Ouais, c'est 50$ pour un hardcover qui est oversize, là, c'est quand même pas si pire. Ouais, c'est ça. Puis il a l'air. C'est quoi, c'est un 12 numéros, tu m'as dit? Ouais, c'est un 12 numéros, il y a de la page là-dedans. Ouais, quand même. Il est en spécial, là, actuellement, si vous voulez. Ouais, on parle d'un 320 pages. Non, ça vaut vraiment la peine. Ça fait partie de ces bandes dessinées-là que tu lis, puis que, tu sais, quand tu déposes, tu prends le temps d'y réfléchir. Ah, c'est nice, les dessins sont beaux. Jean-Nic? Moi, je vais y aller avec une série Netflix qui est pas tant d'actualité. Ça fait déjà genre 6 mois que le buzz est passé, mais là, je viens de m'y lancer, puis je le conseille fortement. Ça s'appelle Beef. C'est une série qui est produite par A24. Ça raconte l'histoire d'un jeune entrepreneur coréen qui a une journée de marde, puis à la fin de sa journée, il se fait couper en char par quelqu'un d'autre qui a une journée de marde. Il décide de ne pas s'en laisser imposer, partir après. Il y a une course dans la ville entre les deux voitures. Finalement, l'autre l'envoie chier et on découvre le personnage qui l'a envoyé chier, qui, elle, une jeune femme qui travaille dans un milieu artistique. Sa belle-mère est une artiste super respectée, puis elle essaye de percer puis d'avoir son nom par elle-même. Les deux personnages ont des tempéraments super forts, sont super drôles, puis ils décident de partir en guerre pour
rien que parce que finalement, ils sont mal compris par leur entourage. C'est vraiment super intelligent, on s'attache au personnage super vite. C'est très trash dans son approche, ça sac beaucoup. Vous allez être surpris par où vont les personnages pour se faire chier l'un l'autre, puis en même temps, beaucoup de sympathie et d'empathie pour ce qu'ils vivent. Fait que je vous le conseille fortement, Beef sur Netflix. Merci beaucoup, Jean-Nic. Et ça a été un bon épisode, ça. Oui, effectivement, ça faisait longtemps, puis je pense qu'on était dû. Oui, on est dû. On refait ça le plus tôt possible. Messieurs, bonne fin de soirée. Salut! Bye, bye.